Donc merci d'être là. Comme depuis le début d'ailleurs, il reste encore, après cette séance-ci, il restera encore 2 séances. La séance du 7 janvier où nous accueillerons Catherine McKinnon, dont la venue est confirmée. Et puis il y aura une séance, mais alors détemporalisée si vous voulez, à la fin de l'année, puisque ça ne tenait pas dans le semestre, qui sera consacré à une intervenante, Asma Lamrabeh, représentant le courant du féminisme musulman, et qui nous intéresse aussi, et qui appelle une forme de réflexion et de discussion. Donc ce soir, nous avons le plaisir, la joie, l'honneur, tout ça en même temps, d'accueillir Camille Froidevaux-Métairie, qui est professeure de sciences politiques à l'université de Reims. Donc nous continuons dans la sortie en dehors des pratiques les plus directes de la philosophie, qui ne nous est pas apparue décidément au cours de ce semestre nous prescrire plus de temps de parole qu'elle en a obtenu à travers nous-mêmes. Mais en tout cas, les travaux de Camille Froidevaux-Métairie, nous les avions découverts au printemps dernier, un peu par hasard, en maraudant là où on va chercher des choses intéressantes et en trouvant les 3 papiers qu'à ce moment-là, elle avait publiés dans le débat. Elle a publié depuis d'autres papiers. Et elle termine, comme annoncé dès ce moment-là, donc un ouvrage qui paraîtra prochainement, comme on dit, aux éditions Gallimard, mais vraiment, oui, on peut dire prochainement. En septembre. En septembre. Donc en septembre de l'année prochaine. Voilà. Et donc nous l'accueillons à la fois parce qu'elle entretient avec les questions de genre et les études de genre une relation, disons, de discussion saine, mais non excessivement polémique dans la forme, mais de discussion, ce qui est très, très bien. Et puis par ailleurs, je dirais presque surtout, j'avais été très frappé à la lecture des papiers parus dans le débat, et Camille Froidevaux-Métairie défend une position véritablement originale, qui lui est propre, qui s'exprime ou qui s'incarne dans le titre qu'elle a choisi de donner à son intervention ce soir, redécouvrir le sujet du féminisme pour une phénoménologie du féminin, avec la double indication que désigne à la fois le verbe redécouvrir, et puis d'autre part une référence qui philosophiquement peut nous concerner, qui est la référence à un apport de la phénoménologie, du courant de la phénoménologie. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation, et je vous donne la parole pour tout le temps dont vous avez besoin. C'est moi qui vous remercie, Alain Renaud et Jean-Cassien Bélier, pour cette invitation. Elle me permet de venir présenter effectivement un travail en cours et de le soumettre à la discussion. Et c'est une occasion importante pour moi au moment où, précisément, comme vous venez de le dire, je termine l'écriture de cet ouvrage à paraître sur les mutations de la condition féminine. Je suis d'autant plus honorée que je me trouve placée à parler entre Christine Delphy et Catherine McKinnon, qui sont des figures éminentes de la théorie féministe. Mais pour dire les choses dès l'abord, je vais tout de même oser un geste iconoclaste en affirmant que les approches mises en œuvre par ces 2 auteurs et quelques autres ne permettent pas, à mon sens, de rendre compte de la situation des femmes occidentales aujourd'hui. Et pour me situer aussi vis-à-vis d'Éric Fassin, que vous avez eu l'occasion d'écouter, j'ajouterai que la notion de domination me semble avoir perdu toute pertinence heuristique. Alors évidemment, je ne peux pas me contenter de ce constat aussi abrupt, et je vais donc m'essayer à une généalogie de la théorie féministe qui va me permettre de mettre au jour ce curieux moment épistémologique que nous vivons, qui est celui de la disparition du sujet du féminisme. L'histoire du mouvement féministe n'est pas seulement celle de l'émancipation des femmes, en effet, elle est aussi l'histoire d'une pensée du féminin. Ou plutôt, comme je vais essayer de le montrer, l'histoire d'une pensée du refus du féminin. Depuis la reviviscence des années 70, les théoriciens du féminisme se sont attachés à porter toujours plus haut la dénonciation de la domination masculine et hétérosexuelle, selon une dynamique d'accentuation de la revendication égalitariste qui a élargi le champ de pensée et d'action féministe. Au terme de ce parcours,
et c'est ce dont je voudrais rendre compte, le sujet féminin a disparu, et donc aussi le sujet du féminisme. Cette opération d'escamotage a nécessité 2 grandes étapes, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard en détail. Je les présente. Elles s'enracinent d'abord dans l'ambition des représentantes matérialistes de la seconde vague, qui ont entrepris de déconstruire, démonter le présupposé d'une nature féminine. Et c'est ensuite sur le socle de cet anti-essentialisme que la notion de genre a porté la dissolution de la catégorisation en 2 sexes. C'est comme ça que la femme au singulier, a disparu en tant que concept opératoire pour penser la condition féminine. Restait la catégorie des femmes au pluriel, et c'est ce à quoi se sont attaqués les féministes de la 3e vague, qui enfle à partir du début des années 90. En s'inscrivant dans le cadre d'une critique de la mondialisation néolibérale et en partageant avec les théoriciens de la démocratie radicale un certain nombre de paradigmes, le féminisme du XXIe siècle résonne dans les termes d'un enchevêtrement identitaire qui impose de considérer l'intersection des discriminations subies par les femmes et qui empêche de penser un quelconque sujet féminin, qu'il soit donc individuel ou collectif. Le fil rouge épistémologique qui traverse et tient ensemble les divers courants féministes par-delà les époques, c'est le fil rouge de la différence. Une fois pulvérisée la différence des sexes d'abord, les différences de genre ensuite, et une fois repérées les différences entre femmes, le sujet féminin a perdu toute consistance. Définies par le croisement des oppressions qui pèsent sur elles et qui ne sont jamais les mêmes, les femmes disparaissent comme sujet. Voilà pourquoi il est désormais quasiment interdit de parler de la femme au singulier, tout autant que des femmes au pluriel, parce que rien comme une commune condition ne doit pouvoir être envisagé. Alors je voudrais qualifier ce tour de passe-passe pour ce qu'il est, c'est-à-dire, à mon sens, à la fois une illusion et un aveuglement. L'illusion d'abord d'un englobement de tous les individus dans l'universalité de la condition d'être libres et égaux, et l'aveuglement vis-à-vis de l'inédit foncier de la condition féminine. Ce que je pense, c'est que si les femmes occidentales ont accédé au statut abstrait d'individus de droit, elles sont aussi restées des sujets concrets de sexe féminin, c'est-à-dire des sujets éprouvant ce que j'appelle l'expérience du féminin. Je vais y revenir. Retenons ici cette dualité constitutive de la condition féminine contemporaine. Jusqu'à la rupture de l'émancipation, j'entends par là ce que j'appelle la révolution féministe, donc à partir des années 70, les femmes n'étaient que des femmes, au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire qu'elles restaient définies par leur nature biologique d'être procréateurs. Elles étaient donc cantonnées, pour cette raison même, dans l'espace circonscrit du foyer. Le mouvement de libération, relancé à partir des années 70, a renversé la hiérarchie des États. Les femmes se sont trouvées enjointes de s'accomplir prioritairement comme des individus. Or, et la chose reste comme un point aveugle de la réflexion féministe, ce processus s'est déployé pour elles selon une logique cumulative. Autrement dit, les femmes ont surimposé à leur ancienne condition domestique leur nouvelle condition sociale. Elles ont empilé les statuts, en quelque sorte, pour devenir des individus indissolublement publics et privés. C'était une chose de prétendre en effet exercer les mêmes fonctions et détenir les mêmes places que les hommes dans la sphère sociale, c'en était une autre d'attendre d'eux qu'ils endossent les contraintes associées à la vie familiale. C'est en ce sens que je dis que la femme contemporaine est duale, à la fois sujet féminin, toujours inclus dans l'espace intime des relations affectives et familiales, et individu, plus que jamais engagé dans l'espace privé social du travail comme dans l'espace public de la citoyenneté. Curieusement, cette dualité est pensée comme une étape inévitable mais transitoire dans la longue histoire de l'égalité des sexes. Il s'agit d'œuvrer dans le sens d'un partage du temps domestique pleinement équitable pour que les femmes soient enfin les égales des hommes, c'est-à-dire affranchies, comme eux, des obligations asservissantes de la sphère familiale. Il faut ici repérer la prégnance de cette assimilation perpétuée entre espace du foyer et minoration féminine. Et il faut surtout en saisir toutes les conséquences. En réduisant l'implication familiale et conjugale à l'expression d'une subordination toujours reproduite, on produit un curieux phénomène d'occultation qui revient à faire comme si les femmes n'avaient pas de corps. Car le corps féminin est bien le point commun aux anciennes charges liées à la condition domestique. Le corps des épouses qui se mettent au service du bien-être quotidien de leur mari,
le corps des mères qui portent et nourrissent la progéniture de leurs conjoints, le corps des amantes qui se font objet du désir des hommes. Voilà pourquoi le rejet de l'enfermement au foyer et de l'exclusion sociale des femmes par les féministes s'est traduit par un rejet de tout ce qui avait trait au corps féminin, comme si la prison dont il fallait les extirper, c'était celle de leur enveloppe corporelle. Or, si les femmes ont aujourd'hui la liberté de refuser de se marier, de procréer ou de faire l'amour, étant entendu qu'on peut les y contraindre, elles n'en demeurent pas moins des amoureuses, des mères et des sujets de désir. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous sommes sortis de la condition domestique qu'il faut assimiler les dimensions conjugales, maternelles et sexuelles de l'existence féminine à des mécanismes d'asservissement. Ces dimensions continuent, j'en suis persuadée, d'être des enjeux cruciaux pour les femmes de l'âge de l'émancipation. Il faut donc pouvoir y réfléchir de façon positive. Et je crois qu'en intégrant ainsi la question du corps dans la compréhension de la condition féminine contemporaine, on se donne les moyens d'en saisir la nature à la fois inédite et problématique. Je crois surtout qu'il y a la matière à une autre réflexion féministe permettant de faire réapparaître le sujet féminin au-delà de l'infinie diversité des configurations féminines. Alors je vais m'attacher à le montrer en 3 temps. Je décrirai d'abord les étapes théoriques qui ont conduit à la dissolution du sujet féminin, c'est-à-dire l'étape du genre, au terme de laquelle la femme au singulier a disparu, puis l'étape radicale qui a fait disparaître les femmes pour ne plus considérer que la multiplicité des dominations s'exerçant sur elles. Je m'essaierai ensuite à tirer les conséquences de ce mouvement de radicalisation sur le versant collectif du vivre ensemble. Je montrerai comment la révolution féministe, en désexualisant les ordres de l'existence, a mis un terme à la division séculaire entre le public et le privé, pour donner naissance à un nouvel ordre, tripartite, dont il faudra que je distingue les termes, au sein duquel, en dépit de tout, le sujet féminin continue d'exister. Et je m'efforcerai, dans un 3e et dernier temps, de dessiner les contours de ce sujet en proposant de l'aborder dans les termes phénoménologiques de l'expérience du féminin, une approche qui me permettra d'intégrer la dimension d'incarnation, cruciale pour qui veut comprendre tout l'inédit de la condition féminine contemporaine. Il est d'usage de caractériser l'histoire du féminisme en termes de vagues successives. Alors je ne vais pas revenir sur la première vague, celle des pionnières, qui a fait déferler la revendication des droits civils et politiques dans les démocraties occidentales, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Cette étape était décisive, mais elle n'a pas pour autant modifié le statut des femmes. Si elles pouvaient glisser leur bulletin dans l'urne, elles demeuraient assignées à l'espace du foyer, toujours invisible au sein d'une sphère publique réservée aux hommes. Ce n'est ainsi pas un hasard si c'est à la remise en question de cette assignation que le féminisme de la seconde vague s'est attelé, à partir de la fin des années 60, pour porter la double revendication de l'égalité des sexes et de l'émancipation féminine. Il fallait s'attaquer à la racine du mal, soit l'enfermement féminin dans l'ordre domestique. Alors les voies théoriques empruntées pour y parvenir ont beau avoir été différentes, antagoniques même, elles se sont toutes concentrées sur un même objectif, affranchir les femmes de la condition de soumission qui était la leur, en tant que sujet défini d'abord par leur nature procréatrice. Il s'agissait d'en finir avec le partage sexué de l'ordre social, en désinsérant les femmes du carcan de la vie familiale, lieu de perpétuation de la domination masculine, par-delà l'acquisition des droits politiques et par-delà même la participation féminine à la vie socio-professionnelle. En dépit de leurs divergences, les féministes de la seconde vague déploient une même ligne argumentative qui fait du privé un objet éminemment politique. Le foyer est le premier lieu du pouvoir masculin, lequel rayonne ensuite dans sa nature patriarcale au sein de tous les domaines de la société. J'examinerai plus loin les conséquences de cette critique pour ce qui regarde le réordonnancement du vivre ensemble. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les implications épistémologiques de cette entreprise de déprivatisation des femmes. Sans pouvoir ici dresser le tableau des divers courants théoriques qui ont porté la dynamique émancipatrice de part et d'autre de l'Atlantique, je vais me contenter de quelques allers et retours en m'efforçant de mettre en évidence la tendance de fond à l'œuvre, soit la disparition progressive du sujet du féminisme. Dans la France des années 70, le foisonnement théorique s'organise autour de 2 pôles. Le pôle essentialiste, comme on le qualifie désormais, représenté par le groupe Psychanalyse et Politique, et le pôle matérialiste d'inspiration marxiste. L'opposition est frontale entre celle qui propose d'opérer une révolution symbolique, autorisant à penser le féminin, jusque-là défini comme privation par la culture phallocentrique, dans les termes de la puissance procréatrice,
et de l'autre côté, celles qui s'engagent dans une révolution bien davantage politique visant à délivrer les femmes de l'exploitation matérielle qu'elles subissent, notamment dans le mariage, au sein de la société patriarcale. En dépit de l'immense fossé qui sépare ces deux courants, il faut pouvoir repérer ce qui les rapproche. Les féministes de la seconde vague ont en effet en commun de considérer les femmes comme un groupe homogène, défini par le partage d'une semblable condition, la condition de subordination que leur imposent les hommes. Sur cette base, elles poursuivent un même objectif émancipateur, qu'elles adoptent une perspective culturelle et symbolique, articulée autour de la valorisation du maternel, ça c'est du côté du féminisme essentialiste, psychanalytique, ou qu'elles portent un projet plus radicalement politique arc-bouté sur la dénonciation du patriarcat. À chaque fois, ce qu'il s'agit de mettre à mal, c'est la bipartition hiérarchiquement sexuée de l'existence qui fait des femmes des sujets d'abord privés, subissant le pouvoir des hommes dotés des attributs publics de la domination. Ce qu'il faut voir disparaître, en un mot, ce sont les fondements naturalisants d'une condition réduite à son horizon procréateur. C'est la raison pour laquelle les combats pour l'accès à la contraception et la dépénalisation de l'avortement sont au cœur de l'action des féministes françaises. Mais l'acquisition de ces droits, par une série de lois votées au début des années 70, ne délivre pas les femmes d'un coup de baguette magique de la condition subordonnée qui est la leur. Elle ne remet notamment pas en cause le principe de la différence des sexes et le fondationalisme biologique qu'il sous-tend. L'idée qu'il faut encore déboulonner, c'est celle qui postule l'existence de données physiologiques de base déterminant une division sexuelle du travail, réservant la sphère privée du travail reproductif aux femmes et la sphère publique du travail productif aux hommes. Le socle de cette entreprise de déconstruction de la différence des sexes est posé au début des années 1980 dans le contexte nord-américain avec la théorisation de la notion de genre qui va s'imposer comme le prisme interprétatif quasi unique de toute l'entreprise émancipatrice. Dans un texte de 1985, considéré comme fondateur, l'historienne américaine Joan Scott en énonce le programme. Il faut, écrit-elle, refuser la qualité fixe et permanente de l'opposition binaire. Il faut une véritable historicisation et déconstruction de la différence sexuelle. Le genre, c'est donc d'abord le refus de distinguer entre les hommes et les femmes en fonction de caractéristiques jugées immuables parce qu'enracinées dans un substrat biologique. En séparant l'anatomie et la physiologie d'un côté, l'expérience de soi et la psychologie de l'autre, ces premiers théoriciens le définissent comme sexe social. Ce n'est pas la nature qui classe les individus en fonction de leur sexe biologique, c'est la société qui le leur assigne, parfois en contradiction avec l'identité sexuelle ressentie. Dans cette perspective, le genre ne vient pas se substituer au sexe, mais il le complète, renvoyant aux processus par lesquels un individu, né de sexe féminin ou masculin, ne devient femme ou homme qu'au gré d'un processus par lequel il intériorise le comportement et jusqu'au mode de pensée prétendument inhérent à son sexe de naissance. Or, et c'est le deuxième volet de la théorisation de la notion de genre, cette construction historique et culturelle du genre en tant qu'assignation à un sexe et à son rôle se joue toujours au profit des hommes qui concentrent entre leurs mains l'essentiel des ressources matérielles et symboliques permettant de maintenir les femmes dans une situation de relégation et de soumission. Au constat simplement descriptif de l'inégalité construite et reproduite, se surimpose une grille de lecture selon laquelle le genre signifie la structuration inégalitaire du système de relations entre les sexes. Ainsi défini, le genre se présente comme un système d'interprétation englobant qui place au cœur de toute réalité sociale le principe d'un rapport de domination sexuée. L'égalité entre les hommes et les femmes apparaît étroitement dépendante du repérage et de la déconstruction des mécanismes d'assignation à un genre. En usant du filtre genré, on peut démonter les ressorts de l'ordonnancement phallocentré de la société qui enferme les femmes dans un statut de mineur. De la socialisation primaire du petit garçon ou de la petite fille jusqu'aux discriminations dans le monde du travail, en passant par l'imposition de la norme hétérosexuelle sur le plan de la vie intime, aucune des étapes ni aucun des domaines de l'existence n'échappe à son façonnage genré. L'ambition totalisante de cette grille interprétative nous invite à concevoir la notion de genre dans sa dimension de postulat anthropologique, celui qui dénie l'existence de toute différence et même de toute distinction entre les sexes. Le genre, c'est le refus de penser quoi que ce soit comme un féminin ou un masculin au singulier,
La femme n'existe pas plus que l'homme. Seuls existent des individus socialement assignés à leur sexe biologique et aux rôles afférents. Dès lors, toute tentative pour caractériser les individus en fonction d'attributs ou de spécificités liées à leur sexe devient synonyme d'essentialisme et surtout suspecte d'antiféminisme. Au début des années 90, la philosophe américaine Judith Butler prolonge ce mouvement de déconstruction. Proposant de libérer la théorie féministe de la nécessité d'avoir à construire une base unique ou permanente, elle entend montrer que le sexe est lui aussi une construction culturelle et qu'à ce titre, il n'est pas séparable du genre. Ainsi, l'existence de deux sexes renvoie-t-elle à la structuration phallocentrée du monde, productrice de certaines configurations du genre, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, elle-même génératrice d'exclusion. Cherchant à faire exploser ces contraintes oppressives, Judith Butler théorise la mise en œuvre d'actes corporels subversifs destinés à bouleverser les catégories établies. Les pratiques parodiques, comme le travestissement et la prolifération des configurations du genre, comme ce qu'on appelle le transgenre, en privant, je cite Butler, les récits naturalisants de l'hétérosexualité obligatoire de leurs personnages principaux, l'homme et la femme, révèlent l'illusion de l'identité, soit le fait qu'elle n'est qu'un effet produit ou créé. Le mouvement queer porte ainsi l'ambition de la déconstruction des normes dominantes par le foisonnement des minorités dérangeantes. Rejetant la bicatégorisation des rôles de genre, il fait de la multiplicité des configurations sexuelles et sexuées l'objet d'un féminisme paradoxal qui a proprement évacué son objet initial. Tout se passe comme si, parmi la diversité des configurations du genre, l'option femme hétérosexuelle n'était plus digne d'intérêt, la recherche devant se concentrer sur les options minoritaires. Voilà comment la pensée du genre réalise ce premier escamotage qui consiste à faire disparaître la femme en assimilant de façon définitive toute entreprise de définition à un réductionnisme biologique ou essentialiste. Arc-boutée sur l'objectif émancipateur, la seconde vague frappe d'illégitimité heuristique le sujet féminin individuel. Il devient impossible de raisonner au singulier, la condition féminine ne se concevant plus que comme une expérience partagée de la domination masculine. Reste que cette expérience est collective et qu'elle suppose l'existence d'un groupe homogène, le groupe des femmes. Dans le moment radical qui sera celui de la troisième vague du féminisme, il va donc s'agir de dissoudre cette dernière perspective englobante et unifiante. L'impulsion est donnée dans les années 80 par les représentantes de ce qui va s'appeler le black feminism. Le féminisme académique, affirme-t-elle, tend à considérer la situation de certaines femmes, en l'occurrence les femmes blanches des classes moyennes, pour la situation de toutes les femmes. Ce faisant, il absolutise une expérience particulière et surtout reste aveugle aux autres facteurs d'oppression que subissent les femmes. Pour leur faire droit, il s'agit de saisir l'intersection des rapports de domination que sont la race, la classe et le genre, bien sûr. Dénonçant l'hégémonie d'un féminisme blanc et bourgeois, les théoriciennes afro-américaines, bientôt suivies de leurs sœurs issues des minorités du tiers-monde, en appellent à considérer le péril multiple que constitue la diversité des formes d'oppression. Ce féminisme ne se présente ainsi pas comme un mouvement circonscrit à la dénonciation des situations où racisme et sexisme se croisent, il se définit comme une théorie politique visant à la défense de toutes les minorités. C'est ce qu'exprime le slogan d'un groupe pionnier du mouvement Black Feminism, le Combahee River Collective, en 1977. Si toutes les femmes noires étaient libres, toutes les autres personnes seraient libres, car notre liberté implique la destruction de tous les systèmes d'oppression. Dans un contexte néolibéral de multiplication des facteurs de domination, il s'agit d'étendre la visée émancipatrice à toutes les formes d'hégémonie, le féminisme devant désormais se concevoir dans les termes de l'enchevêtrement identitaire. De ce nouveau féminisme placé à l'intersection des dominations aux théories de la démocratie radicale, il n'y a qu'un pas, celui que franchit Chantal Mouffe.
Dans le prolongement explicite de l'anti-essentialisme matérialiste de la seconde vague, la philosophe s'essaie à une pensée féministe inscrite dans l'horizon de ce qu'elle appelle la démocratie plurielle. Après avoir posé le principe des positions multiples et contradictoires d'un sujet dont l'identité se trouve de ce fait, je la cite, toujours contingente et provisoire, Mouffe peut refuser de considérer le vis-à-vis entre une entité homogène femme et une entité homogène homme au pluriel. Ce qu'elle propose d'envisager sur cette base, c'est une multiplicité de rapports sociaux dans lesquels la différence sexuelle est toujours construite et au sein de laquelle le sujet féminin est nécessairement pluriel. L'identité politique des femmes est, dit-elle, contingente et précaire, seulement provisoirement fixée à l'intersection des positions de sujets. Simultanément inscrit dans des relations de domination et de subordination qui se déploient tout autant dans l'espace public citoyen que dans le monde professionnel ou dans la vie privée, le sujet féminin apparaît comme le résultat d'une construction politique, sociale et symbolique. Il n'y a dès lors pas plus d'identité féminine que de différences sexuelles, les femmes ne devant être envisagées qu'en tant qu'elles se situent au cœur d'un enchevêtrement de rapports inégalitaires. De cette pluralité irréductible découle la nécessité d'intégrer tous les rapports d'oppression et d'inscrire la lutte contre les discriminations faites aux femmes dans le paysage protéiforme des mouvements sociaux. Le féminisme de la troisième vague est ainsi un féminisme extensif ou englobant qui porte l'élargissement du combat féministe à toutes les relations de domination. La chose est dite explicitement, il s'agit, écrit Chantal Mouffe, de construire un nous partagé en tant que citoyens démocratiques radicaux, une identité collective articulée autour du principe de l'équivalence démocratique. Par équivalence, ici, il faut entendre l'opération par laquelle les différences entre citoyens sont opposées aux forces ou aux discours qui les nient, opération au terme de laquelle ces différences deviennent équivalentes, c'est-à-dire remplaçables les unes par les autres. En postulant ainsi une chaîne d'équivalence entre les différentes luttes démocratiques, Chantal Mouffe ramène, pour ne pas dire réduit, le féminisme à la seule dimension du combat contre les discriminations. Anciennement doctrine et mouvement en faveur de l'émancipation des femmes, il devient pur projet politique fondé sur la critique de la domination sous toutes ses formes. Promesse de liberté et d'égalité pour les femmes, le voilà contraint d'intégrer le fait de la pluralité des situations d'oppression pour se présenter désormais comme un militantisme de coalition dont l'action s'enracine dans la diversité des groupes d'appartenance de ses membres. L'évolution est cruciale sur un plan théorique. Elle entérine la victoire de la posture universaliste qui définit le genre comme un rapport social comparable à tout autre rapport social oppressif. Et voilà comment la troisième vague inaugure une perspective inédite de déspécification du genre qui fait disparaître la catégorie des femmes au pluriel. Au particularisme implicite de la seconde vague, les théories de l'intersectionnalité et de la démocratie radicale opposent une approche englobante qui refuse de subsumer le sujet du féminisme dans un collectif nécessairement réducteur, nous les femmes. Désormais, en reprenant les mots de l'une des principales représentantes françaises de la troisième vague, Elsa Dorlin, le sujet politique du féminisme doit être compris comme une catégorie fluctuante, volatile et intrinsèquement erratique. Indéfinissable a priori, enjoint au décentrement permanent et contraint d'adopter les points de vue minoritaires, ce sujet se présente à nous comme un sujet sans substance, un sujet sans objet, un non-sujet. Pluriel et hétérogène, mouvant et contingent, il demeure dans sa foncière indétermination, caractérisée par la seule position de dominer. Les femmes n'existent ainsi pour le féminisme contemporain qu'en tant qu'elles sont aliénées. Femmes voilées, femmes battues, femmes harcelées, femmes discriminées, femmes subordonnées, femmes objets, etc. Définies par le croisement des dominations qui pèsent sur elles, elles disparaissent comme sujet. Mais qu'est-ce qu'un féminisme sans sujet ? Peut-il prétendre dire quelque chose de la condition féminine, alors même qu'il repose sur le déni du féminin entendu au singulier comme au pluriel ? Quelle est, en d'autres mots, la pertinence d'une théorie qui refuse de penser son objet ? Je crois que le féminisme sans sujet qui est devenu la norme possède cet inconvénient majeur qu'il ne dit rien, ou quasiment rien, de ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui.
Arc-bouté sur l'exigence égalitaire, il passe totalement à côté d'un certain nombre d'évolutions cruciales qui regardent à la fois le versant anthropologique de la redéfinition du sujet de sexe féminin et le versant social des effets de l'émancipation féminine sur la recomposition du vivre ensemble. J'en viens donc à ce second moment sur la révolution féministe et la recomposition des ordres de l'existence. Ce qui est advenu, en effet, dans le sillage du mouvement pour les droits des femmes, et comme à son insu, c'est un monde commun aux formes inédites, un monde où la distinction entre les deux sphères privées et publiques ne revêt plus aucun sens. Dans ce processus, quelque chose a bel et bien disparu, mais ce n'est pas le sujet féminin, c'est le cadre dans lequel il était jusque-là appréhendé, soit la bipartition sexuée de l'ordre social. Je voudrais insister sur l'immense nouveauté de cet effacement progressif de la ligne qui séparait un domaine privé féminin et un domaine public masculin. Après des siècles d'une dichotomie qui a résisté même à la redéfinition démocratique du vivre ensemble, nous assistons depuis une quarantaine d'années à un mouvement de décloisonnement qui redéfinit en profondeur les conditions de la vie commune. L'inflexion originelle est le fait des théoriciens du libéralisme qui ont produit une inversion du primat du public sur le privé. L'État a été repensé en tant qu'institution émanant d'eux et se mettant au service d'eux, la société civile. À partir de ce prémisse, la sphère privée change de nature. De nécessaire mais secondaire qu'elle était, au regard de la suréminence publique, elle s'affirme comme l'espace privilégié de l'accomplissement individuel. Placée en vis-à-vis de la sphère politique, elle s'affirme dans son autonomie et surtout dans sa dualité nouvelle. En son sein, en effet, se logent désormais deux ordres de réalité. Celui de l'implication professionnelle et des interactions sociales, c'est ce que je recouvre sous l'appellation privé social, et celui des relations affectives et familiales que je qualifie d'intimes. L'ancienne bipartition se trouve ainsi remise en cause par la délimitation d'un espace social non politique, le privé social, et d'un espace privé non social, c'est l'intime. Mais ce processus de recomposition ne se déroule cependant jusque dans ses implications ultimes qu'au terme de la nouvelle étape théorique que constitue le féminisme de la seconde vague. C'est en s'attaquant à l'enfermement des femmes dans l'ordre domestique que ces théoriciennes initient, on l'a vu, le réordonnancement des ordres de l'existence. Pour elles, le partage public-privé est fondé sur une extrapolation erronée de l'argument concernant la nécessité naturelle de reproduction. Le fameux slogan « le privé est politique » condense la critique qui fait de la division sexuée du travail la raison majeure des discriminations sociales subies par les femmes. Mais affirmer que le privé est politique, c'est aussi redéfinir le foyer, le domestique, comme un lieu proprement politique en tant que lieu de rapport de pouvoir. Qu'elles soient matérialistes ou libérales, les féministes de la seconde vague stigmatisent toutes le destin conjugal comme étant synonyme de vulnérabilité et d'inégalité. Pour Christine Delphy, que vous avez entendu la semaine dernière, cette problématique se condense dans la notion de patriarcat en tant que système de subordination des femmes qui consacre la domination du père sur les membres de la famille. Cette domination, a-t-elle montré, n'est pas qu'économique ou matérielle, car non seulement les maris tirent profit du labeur non rémunéré de leurs épouses au foyer, mais ils les dominent aussi physiquement via la sexualité conjugale. Ce sont donc les relations sexuelles elles-mêmes qui fondent la sujétion des femmes, objet du désir des hommes. L'hétérosexualité est ainsi, selon Christine Delphy, une condition essentielle de la domination masculine, et c'est en refusant la relation d'objectivation que constitue le mariage que les femmes se constituent en véritables sujets. Dans cette même veine, l'anthropologue française Colette Guillaumin va qualifier la relation conjugale de sexage, soit une forme moderne d'esclavage, le mariage et la prostitution constituant, selon elle, les deux versants d'un même phénomène d'exploitation des femmes par les hommes. La critique matérialiste rejette ainsi avec force l'idée de nature qui soutient de façon déterministe l'organisation inégalitaire de l'ensemble social. La différenciation entre les hommes et les femmes n'est pas naturelle, s'attache-t-elle à montrer, elle est fonctionnelle. C'est à partir de leurs fonctions biologiques différentes que l'on a abusivement assigné aux deux sexes des fonctions différenciées et surtout hiérarchisées dans le corps social en son entier. Aux États-Unis, au même moment, le féminisme radical porte ce constat à ses ultimes conséquences.
Enracinée dans une conception qu'il faut bien qualifier pour ce qu'elle est, c'est-à-dire essentialiste, elle aussi, elle oppose l'homme, agressif, dominant, prédateur, à la femme oppressée, exploitée et victimisée. Le féminisme radical dénonce ainsi le système de classe sexuée fondé sur le vis-à-vis entre oppresseurs et victimes. Structurée par le pouvoir des hommes, la société se trouve rendue conforme à la nature masculine, laquelle nature se condense dans la capacité biologique au viol. Parce qu'ils possèdent la puissance physique d'abuser sexuellement des femmes, les hommes les maintiennent par intimidation dans un état de peur permanente. Pour Catherine MacKinnon, ainsi, la sexualité est au cœur du féminisme comme le lieu par excellence de l'aliénation des femmes. Il faut donc s'attaquer à tous les mécanismes sociaux qui aboutissent à la réification des femmes, à commencer par le harcèlement sexuel, mais aussi la pornographie. Pour un certain nombre de théoriciennes, il résulte de ce constat que la seule issue pour les femmes est de devenir homosexuelles. En refusant la sexualité hétéronormée, en effet, les femmes refusent l'ordre des choses tel qu'il est défini par les hommes. Monique Wittig dénonce ainsi la société hétérosexuelle comme étant fondée sur la nécessité de l'autre différent et réclame la destruction de la catégorie de sexe qu'elle qualifie de totalitaire, en ce qu'elle possède si bien les esprits, dit-elle, que nul ne peut penser hors de ce système. Si l'hétérosexualité constitue bien la pierre angulaire de l'appropriation des femmes, seule l'homosexualité leur promet la liberté, en leur permettant d'esquiver les obligations personnelles, physiques et économiques inhérentes à la relation conjugale. C'est ainsi que pour Monique Wittig, parce qu'elle échappe aux joues privées exercées par l'homme, la lesbienne n'est pas une femme. Si cette logique n'est pas poussée jusqu'à l'idéal d'une société séparée, constituée seulement d'homosexuels, chez Wittig, d'autres féministes radicales vont franchir ce pas et glorifier l'horizon d'une nation lesbienne. Dans cette même veine, Shulamit Firestone fustige ce qu'elle appelle, dans une veine beauvoirienne assumée, le barbarisme de la grossesse. Dans la dialectique du sexe, elle en appelle à une société cybernétique ayant résolu la question de l'exclusive féminine de l'enfantement par l'élaboration d'une technologie procréative permettant de se passer du corps des femmes. En attendant l'avènement de cette humanité artificielle, les femmes peuvent échapper à leur destin biologique en refusant de souscrire au modèle normatif de la sexualité conjugale. Ce que ces utopies impliquent, c'est la disparition de toute distinction entre sphère privée et sphère publique. Non pas que le personnel et le politique soient reliés et ordonnés sur un même axe, mais en ce que le personnel est le politique. Rien de ce qui relève du domaine de la vie intime et familiale n'échappe à une définition politique, c'est-à-dire à une définition en termes de pouvoir. Si tous les éléments de l'existence sociale et personnelle doivent être compris à travers le prisme du pouvoir masculin, la famille devient le lieu par excellence des rapports de pouvoir en tant que bastion de la suprématie masculine. Libérer les femmes, c'est donc les délivrer de l'obligation d'être mères pour leur proposer des modèles alternatifs de société où elles seront définitivement affranchies de la tyrannie de la nature. Le moment radical de la réflexion sur la bipartition sexuée des ordres de l'existence est ainsi celui d'une redéfinition englobante qui subsume l'entièreté des relations sociales sous le signe de l'oppression. Ces théoriciennes convergent toutes vers l'idéal d'une société débarrassée de ses fondements biologiques et hétérosexués, que ce soit l'ordre totalisant de l'élite cybernétique ou la communauté sororale du séparatisme lesbien. La réponse est systématiquement moniste, une seule et unique sphère englobante doit se substituer au dualisme séculaire. On retrouve chez les féministes libérales, et en dépit évidemment de présupposés théoriques foncièrement différents, on retrouve une même critique, notamment une critique de la dimension maternelle comme occupant une place indûment centrale dans l'existence féminine. À l'instar de leurs sœurs radicales, les féministes libérales stigmatisent toutes le destin conjugal, synonyme de vulnérabilité. Pour reprendre les termes de Suzanne Moller-Hawkins, qui sera l'une des principales théoriciennes de ce courant dans les années 80, le mariage constitue bien le contrat paradigmatique entre inégaux. Si le constat est le même, les solutions diffèrent toutefois foncièrement, les féministes libérales s'en tenant à une position simplement réformiste, bien éloignée des options séparatistes.
Afin que les femmes puissent prétendre au même destin social que les hommes, préconise-t-elle, il convient de réfléchir en termes de conciliation des vies familiales et professionnelles. Dit autrement, il s'agit de les faire accéder aux gratifications masculines dans le domaine économique, selon une conception éminemment individualiste du combat féministe. C'est la position que défend notamment Betty Friedan dans son ouvrage fameux « The Feminine Mystique », en réclamant que les femmes puissent s'extirper du marais domestique pour investir la sphère socio-professionnelle et entrer dans la course au succès qui était jusque-là l'apanage de leur mari. Une fois encore, il s'agit de remettre en cause le partage privé féminin versus public masculin. Même objectif dans le féminisme psychanalytique, et ce, en dépit d'une position originale reconnaissant la spécificité maternelle des femmes. En la couplant avec la revendication de leur émancipation vis-à-vis de l'ordre phallocentré, ce courant apporte un argument original à l'exigence d'une déféminisation de la sphère domestique. Si les femmes sont bien des mères, affirment ces représentantes, si elles possèdent là quelque chose comme une puissance, c'est l'expression favorite d'Antoinette Fouque, la représentante française de ce courant, elles n'ont pas pour autant à être cantonnées au foyer et doivent se voir reconnaître une place dans le monde. Quand les matérialistes s'en prennent aux ressorts patriarcaux de la division privée-publique, les différentialistes ou essentialistes s'attaquent aux logiques phallocentriques qui régissent la société tout entière. Dénonçant les effets universalisants et unifiants d'un discours exclusivement masculin, Luce Irigaray en appelle ainsi à un « parler-femme » capable de débusquer au sein de la parole de l'un les éléments propres à entretenir la soumission féminine au mépris de toute autre et de toute différence. Il s'agit de renverser la perspective unique qui régit le monde au profit d'un sujet unique, le sujet masculin, en permettant à l'autre sujet d'investir les domaines de l'existence réservés aux hommes. Mais le féminisme psychanalytique implique aussi le mouvement inverse, en révélant la légitimité du parentage masculin. Ce sont ici les thèses de la féministe psychanalytique Nancy Chodorow que j'envisage rapidement. Les pères ne sont pas que des géniteurs, ils sont partie prenante de tout le processus par lequel un nouveau-né devient un petit humain. Le féminisme psychanalytique introduit par là même un élément peu, voire pas du tout envisagé par les autres courants, celui qui associe féminisation de la sphère publique et masculinisation de la sphère privée. Je vais y revenir. Considérons ici les effets conjugués des différentes critiques féministes de la bipartition des ordres de l'existence, en repérant l'immense nouveauté de ce processus. Non seulement la redéfinition de la vie domestique comme lieu de pouvoir remet-elle en cause le principe d'une séparation publique-privée, mais les avancées irrésistibles de la dynamique de l'émancipation signalent qu'un profond remaniement est en cours. Les frontières entre les ordres se déplacent et c'est la compréhension même de la vie collective qui change. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte idéologique bien particulier, celui du tournant néolibéral qui s'ouvre dans les années 80. Ainsi que Marcel Gauchet l'a montré, il inaugure un mouvement d'approfondissement de l'individualisme libéral qui est aussi celui de la désinstitutionnalisation de la famille. Après avoir été pendant des siècles le lieu de la production biologique et culturelle des êtres pour la société, la famille cesse de remplir cette mission sociale et civilisatrice pour se replier sur le seul domaine de la vie privée. Pendant longtemps, alors même que les anciennes appartenances se dissolvaient, la famille est restée en charge du lien social en tant que refuge où les individus se voyaient signifier l'obligation, je reprends les mots de Marcel Gauchet, l'obligation de sortir d'eux-mêmes et de leur petit monde pour aller vers l'autre et son monde. Le moment de réactivation du fait libéral dans les années 70 marque la fin de cette conception de la famille comme pivot de la relation entre la société et ses membres. Marcel Gauchet détecte ce qui se joue là de décisif du point de vue du partage sexué des rôles. Si, au sein de la petite unité domestique traditionnelle, le père pouvait être considéré comme une sorte de magistrat public, dans la famille délestée de sa fonction sociale, il ne peut plus prétendre au rôle de chef et se présente désormais comme un simple associé au sein du couple. Entre mari et femme ne valent plus que des liens personnels et contractuels, toujours susceptibles d'être dénoués. La mère, qui occupait une place cruciale,
en tant que première socialisatrice des futurs êtres sociaux, se trouve elle aussi débarrassée de cette charge. Si elle demeure maternelle, c'est sous l'angle éminemment individuel des soins et de l'amour qu'elle prodigue à ses enfants. On n'attend plus d'elle qu'elle remplisse une fonction médiatrice entre la sphère domestique et la sphère publique. Elle n'est plus et ne sera jamais plus considérée comme l'éducatrice des futurs citoyens. Ce que cette évolution recouvre, et il faut le remarquer, c'est un véritable changement de nature de la famille. Celle-ci devient le lieu par excellence des relations affectives et volontaires entre les êtres, c'est-à-dire le lieu de la liberté par excellence. Si l'intime renvoie aux décisions et aux choix des individus pour ce qui regarde les conditions de leur vie sentimentale et sexuelle, alors il s'affirme comme un domaine souverain. Personne ne peut ni ne doit se voir dicter sa conduite en la matière. Le droit de la famille enregistre cette élévation de la famille au rang du royaume de l'intime, en s'attachant à garantir la liberté de tous les individus engagés dans les liens familiaux, jusqu'aux enfants même. La reconnaissance du droit de tous au mariage, indépendamment du sexe des contractants, dit bien que ce qui prime, ce sont les sentiments, les désirs, la volonté libre de chacun. Et le mariage homosexuel signale l'apparition d'un nouveau droit, le droit à la reconnaissance sociale de l'amour que se portent deux êtres, indépendamment de leur sexe. Il est l'exemplification idéale typique du primat absolu de la liberté individuelle dans le corpus juridique de nos sociétés occidentales. Une telle reconsidération de la vie familiale comme valant pour elle-même et ressortant de la seule volonté des individus recèle évidemment des implications du point de vue de l'être ensemble. L'apparition d'un individu purement privé, ainsi que le qualifie Marcel Gauchet, constitue l'un des ressorts principaux de la recomposition néolibérale du monde. La sphère domestique, que je préfère donc appeler désormais sphère de l'intime, s'extirpe de son inclusion dans le privé social. Et ce sont alors deux domaines disjoints qu'il s'agit de considérer. Ce dédoublement concerne l'individu au premier chef, lequel se réalise désormais selon deux voies. Celle de sa participation au monde social, du travail, et celle de son indépendance dans le domaine de sa vie personnelle et intime. Mais ce dédoublement implique aussi un bouleversement de fond relatif à l'articulation des ordres de l'existence, un bouleversement qui dépasse de beaucoup la simple disparition de la frontière entre public et privé. La dynamique enclenchée par la révolution féministe, dans le contexte de reviviscence de l'individualisme libéral, débouche sur un monde nouveau composé de trois ordres, non pas disjoints mais imbriqués, le public politique, le privé social et l'intime. Du point de vue de l'ancien partage sexué, cette recomposition tripartite signale une véritable mutation, celle de la désexualisation des ordres de l'existence. Après des siècles de répartition des rôles familiaux et des fonctions sociales selon le sexe, le monde issu du tournant néolibéral des années 80 se caractérise par un double mouvement de déféminisation, masculinisation de la sphère privée et de féminisation, démasculinisation de la sphère publique et privée sociale. Ce mouvement s'avère si profond et si irrésistible qu'il me paraît impossible de continuer à raisonner dans les termes de l'association privé féminin versus public masculin. Les individus se définissent d'abord et désormais quasi exclusivement par leurs conditions privées et affectives. De ce phénomène, les femmes tirent un double bénéfice, qui est aussi un double affranchissement. Elles sont affranchies vis-à-vis des hommes, d'abord, pères et maris, qui ne peuvent plus prétendre donner seuls un sens à leur existence. Elles sont affranchies vis-à-vis de la société, ensuite, puisqu'elles ne sont plus enjointes à endosser la fonction de socialisation par laquelle les enfants apprenaient avec elles à se considérer comme faisant partie d'une communauté. Désinvesties de cette fonction de relais au croisement de la vie domestique et de la vie collective, les femmes ont été projetées dans le monde selon une dynamique d'autonomisation qui leur a fait rattraper en un temps record la condition moderne d'individus de droit. Mais la logique de désexualisation des ordres de l'existence ne les regarde pas seules, elle s'applique tout autant aux hommes.
car c'est la conception même du couple qui se trouve modifiée à la faveur de ces évolutions qui remettent en cause l'équation domestique traditionnelle. Dans le cadre de l'égalité des sexes, la famille a cessé d'être le lieu par excellence d'un quelconque destin maternel. Elle n'est plus donc synonyme d'exclusive féminine, autrement dit, elle n'est plus hiérarchique. Ressortant désormais du domaine intime des relations libres et égalitaires entre les êtres, elle ne renvoie plus à aucun modèle social ni à aucune distinction de sexe. Là réside sans doute l'aboutissement le plus crucial du féminisme de la seconde vague. En prenant le pouvoir sur leur corps, les femmes ont initié une dynamique implacable de désexualisation de l'horizon familial. La première étape a été celle du contrôle négatif de la fécondité, quand le droit de dire non à la maternité s'est affirmé comme l'objectif premier du combat féministe. Au gré d'une série de conquêtes législatives qui ont été autant de luttes, les femmes ont acquis la maîtrise du processus procréatif. En n'oubliant pas qu'il faudra évidemment des années pour que la revendication « un enfant si je veux, quand je veux » devienne effective pour toutes les femmes, il faut bien mesurer la puissance du bouleversement qui s'est alors produit pour chacune d'entre elles. Être en mesure de refuser la maternité, c'est en finir avec le caractère inéluctable du destin domestique, c'est tout simplement pouvoir prétendre y échapper. Se dessine alors un futur inédit, où l'enfant devient un simple choix et où s'ouvre pour les femmes l'infini des possibles sociaux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une femme peut se rêver un avenir sans enfant et s'imaginer une vie non familiale. Voilà comment la contraception et le droit à l'avortement ont inauguré une ère anthropologique nouvelle où les femmes peuvent esquiver la naturalité de leur existence et où elles apparaissent enfin comme des individus au sens abstrait et universel du terme. Après avoir été définies pendant des millénaires au regard de leur capacité gestative, elles accèdent en quelques années à une condition foncièrement inédite qui fait d'elles des êtres potentiellement maternels et non plus irréductiblement maternels. Cette capacité nouvelle à maîtriser les processus biologiques induit des conséquences profondes sur la façon dont la procréation est appréhendée, à la fois socialement et psychologiquement. Elle signale que nous sommes en train de franchir une nouvelle étape dans le processus de désexualisation du monde, celle du contrôle positif de la fécondité, quand le droit de dire oui à la maternité est offert à toutes celles et à tous ceux qui le désirent. C'est le second volet de la révolution procréatrice quand les individus acquièrent un pouvoir nouveau, celui de vouloir des enfants, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut marital, quelle que soit leur orientation sexuelle. La rupture est de taille qui en termine avec l'association immémoriale entre famille et procréation, laquelle reposait bien sûr sur la fonction de reproduction biologique et culturelle assignée à cette institution. Faire des enfants aujourd'hui, ce n'est plus souscrire à l'obligation sociale de renouveler les générations, c'est tout simplement le faire pour soi. Et nous voilà entrés dans l'ère de l'enfant du désir, quand le seul fait de souhaiter en avoir suffit à légitimer toutes les démarches entreprises en ce sens. Les avancées phénoménales de l'assistance médicale à la procréation portent ce mouvement de revendication procréatrice. Ce ne sont plus seulement les femmes à la fécondité défaillante ou les hommes à la fertilité déficiente que l'on se propose d'aider, mais toutes celles et ceux qui expriment le souhait, la volonté, le désir d'avoir un enfant. Femmes ayant largement dépassé le cap de la quarantaine, voire ménopausées, couples homosexuels et lesbiens, femmes réclamant un enfant d'un conjoint décédé, et bientôt individus célibataires des deux sexes, les progrès scientifiques et juridiques ne cessent d'élargir l'éventail des solutions au désir d'enfant. L'illustration la plus incroyable de ce mouvement de fond, incroyable au sens où elle suscite encore beaucoup d'incrédulité, est très certainement la perspective annoncée d'un utérus artificiel, soit la possibilité de faire naître des enfants sans grossesse ni accouchement. Henri Atlan rappelle qu'au debout de la chaîne gestationnelle, la science gagne du terrain sur la nature. En amont, la procréation médicalement assistée permet depuis longtemps le développement d'embryons hors du corps maternel. En aval, la médecine néonatale maintient en vie des bébés nés très prématurément. Le laps de temps absolument incompressible durant lequel l'enfant à naître se développe dans le ventre de sa mère ne cesse ainsi de se réduire, au point que les plus optimistes parlent des années 2030 comme d'un horizon possible pour une totale artificialité de la gestation humaine.
Mais ce n'est pas tout. Depuis peu, les scientifiques sont en mesure de produire des cellules immatures de la spermatogénèse et de l'ovogénèse à partir des cellules souches. Concevoir des enfants à 2 pères ou à 2 mères va devenir biologiquement, physiologiquement envisageable. La maîtrise du processus procréatif est donc en passe de renverser toutes les barrières que la nature et les mœurs avaient pu ériger, débouchant sur l'horizon d'un droit à l'enfant, enraciné dans la personnalité juridique de l'individu, abstraction faite de son sexe. La revendication homoparentale n'est-elle pas le signe d'une reconnaissance du droit individuel d'avoir un enfant ? Pour l'heure, ce droit n'existe que subjectivement en tant que ressenti intime, mais on peut facilement s'imaginer qu'il est appelé à grossir le corpus juridique de nos sociétés. C'est que le désir d'enfant s'affirme de plus en plus dans sa dimension performative. Le vouloir, ce doit être l'avoir. Aucun obstacle à sa réalisation ne paraît plus devoir être insurmontable. Relativement aux conditions dans lesquelles le projet parental devient possible, tout se conçoit dans les termes du choix maîtrisé. Le ou les futurs parents peuvent désormais programmer l'arrivée d'un bébé, fixer l'intervalle de temps entre 2 naissances, modéliser la taille des fratries et, pour certains privilégiés, car la chose coûte cher, choisir même le sexe de sa progéniture. Nos contemporains en viennent ainsi à nourrir l'illusion d'une toute-puissance procréatrice qui fait apparaître la moindre difficulté à engendrer comme un échec tout à la fois personnel et social. D'un point de vue anthropologique, la médicalisation et la juridicisation de l'enfantement ont des implications sidérantes, car il ne s'agit de rien moins que de la perspective d'une dissociation entre la procréation et le corps des femmes. Que la fécondation ait lieu in vitro, avec don de gamètes, assorti parfois d'un processus de sélection de l'embryon, qu'il s'agisse de faire porter l'enfant par une autre femme que celle qui sera la mère aux yeux de la loi, qu'il faille en passer par les méandres de l'adoption, dans tous les cas, la logique est celle d'une externalisation du processus procréatif. L'horizon qui devient pensable, à défaut d'être effectif, c'est celui d'une totale artificialisation de la grossesse. Si certaines des plus radicales des féministes de la seconde vague l'appelaient de leur vœu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il paraissait être la condition ultime de l'émancipation. De fait, on voit bien comment, à partir du moment où l'on pourra concevoir des enfants indépendamment du ventre des femmes, le poids de la maternité ne pèsera plus sur les épaules des seules femmes, l'impératif reproductif étant alors équitablement partagé. Cette perspective est certes lointaine, mais le fait même de pouvoir la penser a des répercussions immédiates. La partition de l'humanité en 2 sexes commence d'être surmontée. Si physiologiquement il ne s'agit que d'une annonce, symboliquement, la chose est acquise, comme en témoigne la faveur du terme de parentalité. Il dit bien que le fait de donner la vie et d'élever des enfants n'est plus d'abord une prérogative féminine. Aujourd'hui, les bébés ne naissent donc plus de leur mère, mais du désir d'une ou de 2 personnes non nécessairement génitrices, voire de 3 ou 4 personnes dans le cas des projets élaborés par des couples homosexuels. Au-delà des implications éthiques de la question, que le débat se concentre sur les nouvelles formes de parentalité ou qu'il questionne l'éventualité offerte par la science d'une dissociation entre procréation et sexualité, il faut bien mesurer la portée de cet affranchissement vis-à-vis des réquisites biologiques. L'enfantement n'est plus aujourd'hui une spécificité féminine, car tous les hommes pourront, pour être exact, initier et porter seuls un projet parental. Pour certaines, il y a là motif de se réjouir. Une telle désacralisation du ventre maternel permettrait de supprimer la dissymétrie fondamentale entre les sexes, par exemple la position de Marcella Yacoub. Pour d'autres, il faut au contraire y voir une manifestation supplémentaire du pouvoir qu'exercent les hommes sur les femmes. Ce nouveau complot de la spermocratie attenterait à la mythologie de la déesse mère au profit d'une mère machine, l'esclavage de la maternité se prolongeant dans des usines à fabriquer des bébés. Sans entrer dans ces querelles, je me contente de me demander ce que représente cette seconde révolution procréatrice pour celle qu'elle concerne au premier chef. Depuis toujours, les femmes peuvent avoir des enfants sans père. C'est même le drame de leur condition. Longtemps, les enfants sont nés, qu'elles le veuillent ou non. Voilà aujourd'hui que les hommes sont autorisés à avoir des enfants sans mère. Voilà que le désir d'enfant peut s'affirmer en dehors de toute maternité effective.
quand la responsabilité de la reproduction générationnelle n'est plus l'exclusive des femmes, alors l'ultime libération semble sur le point de s'accomplir, alors enfin, elles ont la possibilité de faire le vrai choix, celui de ne pas avoir d'enfant du tout. Car qui dit potentialité maternelle dit refus éventuel, et on touche là du doigt la dimension proprement anthropologique de l'événement. Quand une femme se voit donner la possibilité d'ajourner indéfiniment une grossesse, quand elle peut dire non, quand elle peut dire son non-désir d'enfant, quand elle peut assumer socialement sa non-maternité, elle signale qu'une véritable mutation est en cours. Parmi les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'auront pas d'enfants, on s'accorde à dire que ce nombre s'élèvera à une femme sur 5 pour les nouvelles cohortes générationnelles. Parmi ces femmes, donc, il y a évidemment une proportion de femmes qui se retrouvent à ne pas avoir d'enfants pour des raisons à la fois sociologiques et physiologiques, tout simplement parce que l'âge moyen de la naissance du premier enfant recule et qu'il tourne aujourd'hui autour de 30 ans. Quand donc on sait que la fertilité féminine décline de façon exponentielle, on s'aperçoit que les femmes se lancent de plus en plus souvent dans le projet maternel à un moment où il devient plus difficilement réalisable. Mais parmi les femmes qui n'auront jamais d'enfants, il faut désormais aussi compter celles qui en ont fait le choix de façon raisonnée et assumée. Chaque année, depuis quelques années, je demande à mes étudiantes si elles envisagent non pas de ne pas avoir d'enfants, mais si elles se projettent dans un avenir potentiellement non maternel ou non familial. Et je constate que d'année en année, le nombre de celles qui me répondent oui augmente. La publicisation du refus d'enfanter et sa légitimation croissante constituent, à mes yeux, un phénomène majeur dont on n'a pas encore pris toute la mesure. Les impasses du féminisme contemporain s'expliquent assez largement, à mon sens, par l'aveuglement de ces théoriciennes à ce tournant anthropologique que constitue la désexualisation des ordres de l'existence. C'est pourtant bien la dynamique initiée par la seconde vague qui a entraîné l'évanouissement de la bipartition publique-privée. Le mouvement concomitant par lequel les femmes sont devenues des hommes comme les autres dans le monde social et politique, et les hommes quasiment des femmes comme les autres dans le domaine intime de la vie familiale, constitue une véritable mutation sur fond de démasculinisation des fonctions sociales et de déféminisation des rôles privés. Si la tentative d'escamotage du sujet féminin induite par la radicalisation féministe nous dit quelque chose, c'est bien de ce processus de désexualisation des anciennes assignations familiales et des statuts sociaux. Il n'y a plus de femmes, en effet, mais au sens où elles étaient définies par leur seule condition domestique. Reste à penser une condition absolument inédite dont l'évidence quotidienne nous dit qu'elle a quelque chose à voir avec l'existence d'un nouveau sujet féminin. Ce que les féministes n'ont pas vu, obnubilées qu'elles étaient par l'équation entre destin féminin et enfermement au foyer, c'est la dimension cumulative du mouvement d'émancipation. En devenant des individus de droit, les femmes n'ont pas pour autant abandonné leurs anciennes obligations, mais aussi leurs anciennes gratifications domestiques. Elles ont accumulé les fonctions et empilé les statuts. C'est cette condition tout à fait inédite qui doit, selon moi, être pensée si l'on veut retrouver le chemin d'un féminisme avec sujet. J'ai beau m'adresser à vous en tant que philosophe, blanche, parisienne, hétérosexuelle et gauchetienne, aucun de ces facteurs potentiels de discrimination ne permet de saisir où se loge en moi la mutation anthropologique qui est au fondement de l'émergence d'un nouveau sujet féminin que nous avons à repérer. Je propose, dans ce troisième moment, de l'envisager à partir des apories de la théorie féministe. La logique de l'émancipation, ayant été celle d'un rejet de tout ce qui réduisait les femmes à une quelconque nature, elle apportait un mouvement de dévalorisation du corps des femmes, lequel est devenu synonyme d'un acquiescement perpétué à la hiérarchie des sexes. Pour l'immense majorité des travaux qui traitent de cette dimension aujourd'hui, la corporité féminine est encore le lieu par excellence de la domination masculine. Pas de libération sans désincarnation, donc. Et voilà comment, sans nuance ni hiérarchisation,
on souhaite interdire la prostitution en même temps que l'on s'indigne du choix de celles qui envisagent de quitter leur travail pour se consacrer à leurs enfants. Voilà comment on dénonce à la fois le harcèlement des hommes prédateurs et l'on stigmatise les femmes qui allaitent un peu trop longtemps leur bébé sensu, c'est la position d'Elisabeth Badinter. On combat l'instrumentalisation du ventre de celles qui acceptent la gestation pour autrui et l'on jette la pierre à ces autres qui continuent de souscrire aux idéaux masculins en termes de signes extérieurs de féminité. C'est un même combat, celui qui tente à délivrer la femme du féminin en elle pour qu'elle puisse enfin accéder au statut d'individu, lequel se comprend dans sa rigoureuse universalité et abstraction. On oublie ce faisant que ce statut d'individu n'est en rien synonyme de neutralité, mais qu'il renvoie au modèle masculin de l'individu de droit, soit cette version amputée de l'individu moderne qui ne lui reconnaît de substance que sur le versant social de son existence. En articulant la corporéité à la subjectivité, je crois qu'on peut faire droit à cet autre versant qui considère l'individu comme un sujet incarné. C'est en ce sens que je dis que la femme est un individu et, par ailleurs, un sujet féminin, soit un sujet concerné par les problématiques privées et intimes associées au domaine corporel. Mais comment parler du corps des femmes sans faire résonner les arguments biologiques de leur spécificité procréatrice? Comment éviter le reproche d'essentialisme qui est immédiatement adressé à qui tente de réfléchir dans les termes du féminin singulier? Comment postuler la pertinence heuristique du féminin tout en tenant solidement l'exigence égalitaire associée à la définition de la femme comme individu? C'est en partant du principe d'un rapport au monde et aux autres marqué par l'irréductibilité de l'incarnation que l'on peut, je crois, évacuer la question de la naturalité et contourner celle de la différence. Mon postulat est le suivant. Si les hommes peuvent tout à fait se vivre comme des êtres désincarnés et abstraits, chacun d'entre eux figurant à lui seul l'universalité de la condition masculine en tant que critère et mesure de toute chose, les femmes ne peuvent pas s'extraire d'une relation aux autres et à elles-mêmes qui passe par le corps. On pourrait voir là une conséquence de leur séculaire assignation au foyer, les ayant contraintes à n'être en quelque sorte que des corps. Mais il y va en réalité de quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui relève bien davantage de l'ontologie que de la sociologie, quelque chose qu'il faut comprendre dans les termes de l'expérience. J'ai trouvé dans la phénoménologie des arguments à l'appui de cette thèse. À rebours de la dévalorisation classique de la chair et de la matière, en effet, l'approche phénoménologique réinstalle l'homme dans son corps et dans le monde. Voilà pourquoi il me faut faire un petit détour par la pensée de Maurice Merleau-Ponty pour réaffirmer avec lui que l'existence humaine ne peut être comprise qu'à partir de sa facticité. L'incarnation dans une nature implique que chacun se découvre toujours en situation, écrit-il, c'est-à-dire projeté dans le temps, dans l'espace, dans la culture. L'existence ne se réduit jamais à la conscience que nous avons d'exister, elle enveloppe aussi la conscience qu'on peut en avoir, et donc notre incarnation dans une nature. En vis-à-vis des traditions cartésiennes et kantiennes, qui conçoivent l'individu comme un « je pense » désincarné, Merleau-Ponty le définit comme un « je peux » impliquant le corps autant que l'esprit. Il nous propose de penser l'existence comme une incarnation perpétuelle, synonyme d'ancrage dans le monde, mais aussi de connaissance des choses. Le corps est, dit-il, un nœud de signification vivante. Loin de se réduire à la naturalité physique, la corporéité se présente ainsi comme la condition de l'accès au sens. Elle est ce qui ouvre au monde, à soi et aux autres. L'organisme, écrit Merleau-Ponty, n'est pas comme une chose inerte. Il ébauche, lui aussi, le mouvement de l'existence. Rien de contingent, donc, dans l'organisation corporelle, rien que l'on puisse retrancher ou dont on puisse faire abstraction. L'individu est une totalité de fonctions psychiques et physiques, toutes solidaires. Avec Merleau-Ponty, je postule que mon existence comme subjectivité ne fait qu'un avec mon existence comme corps. Celui-ci est ce par quoi je mets en forme le monde, à ma manière propre, et ce par quoi je considère autrui comme je me considère moi-même. C'est pourquoi il paraît vain de raisonner comme si nous n'étions que des individus abstraits définis par des caractéristiques universelles, comme si nous n'avions pas de corps, en somme.
En adoptant la perspective phénoménologique, je peux réintroduire la dimension incarnée dans la compréhension de la condition féminine, dont tout l'inédit réside précisément dans la réconciliation qu'elle opère entre corporéité et subjectivité. Merleau-Ponty ne distingue à aucun moment entre les hommes et les femmes, mais son présupposé de l'incarnation en situation m'invite à opérer cette distinction. Si l'existence de la femme comme subjectivité ne fait qu'un avec son existence comme corps situé, comment ne pas concevoir qu'elle possède ses propres modalités d'être au monde et aux autres? C'est ce que je postule et que j'appelle l'expérience du féminin. L'un des principaux présupposés phénoménologiques consiste à poser la temporalité comme une situation primordiale. Elle est ce qui permet la sublimation de l'existence biologique en existence personnelle. Le corps est bien, écrit Merleau-Ponty, ce qui noue ensemble le passé, le présent et l'avenir. Il fait le temps, écrit-il, au lieu de le subir. Et cette affirmation me semble tout particulièrement juste si l'on considère le corps féminin. Celui-ci implique en effet une expérience temporelle d'une intensité particulière dont il faut saisir la portée. Le temps féminin n'est pas le temps cyclique que l'on associe généralement aux femmes du fait de la répétition mensuelle de leur cycle. Le temps des femmes est au contraire tragiquement linéaire, rythmé par ces moments décisifs que sont la puberté et la ménopause qui signalent l'entrée et la sortie de la condition maternelle. Autrement dit, la temporalité féminine est orientée vers une fin dans les deux sens de finalité et de clôture. Les femmes sont de ce fait des êtres toujours en formation, jamais assurés d'une identité stable et irrémédiablement façonnés par la perspective de la dégénérescence. Quant aux hommes, dont l'existence n'est menacée d'aucune rupture ni d'aucun changement de nature, ils peuvent nourrir l'illusion de leur permanence, voire de leur éternité, par-delà les signes qui leur rappellent qu'ils ont un corps et même un corps vieillissant. L'expérience du féminin, c'est donc d'abord une conscience aiguë du passage du temps et de la fin de toute chose. Comme l'écrit Mona Ozouf d'une jolie formule, toutes les femmes vivent le désespoir de la limite. Ce désespoir s'enracine selon moi dans l'expérience de la perte. Perte menstruelle qui signifie chaque mois la cessation momentanée de la potentielle fécondité, perte de l'enfant qu'il faut laisser sortir de soi puis partir de chez soi, perte de la capacité maternelle elle-même dans la ménopause qui signale aussi la perte irrémédiable de la beauté ou tout du moins de sa possibilité. L'acuité féminine à l'inévitable dégradation corporelle recèle donc une dimension proprement existentielle. Être un sujet de sexe féminin, c'est ne pas pouvoir se penser autrement que comme un sujet incarné et fini. Alors on peut objecter que les hommes aussi sont soumis au vieillissement et au déclin. Mais, et c'est ce qui fait toute la différence, ils peuvent tout à fait vivre en l'ignorant ou en le déniant, car rien de leur puissance de faire dans le monde n'est entamé par le passage du temps. Aucune limite temporelle n'oblitère leur capacité procréatrice, aucune modification physiologique ne change d'un coup le regard porté sur eux. La femme, elle, est condamnée à compter, à égrener, à planifier pour tenir compte du temps qui passe et de la possibilité limitée d'enfanter à laquelle elle ne peut se soustraire. Et dans le mouvement même où elle prend conscience de sa limitation temporelle, elle saisit son corps comme le lieu indépassable où son existence fait sens. Son corps maternant, mais pas seulement, son corps désirant, son corps se projetant comme une image tout autant. La seconde caractéristique de l'expérience du féminin regarde la potentialité maternelle. Et j'insiste sur ce mot, la potentialité, qui n'est ni capacité, ni fonction, mais simple virtualité. Si, comme on l'a vu, les avancées du droit et de la science encouragent un processus de désexualisation de la procréation, si le corps des femmes n'est donc plus le lieu exclusif du projet parental, la perspective maternelle demeure un élément consubstantiel de l'existence féminine. Elle n'est plus une malédiction, elle n'est plus une obligation donc, et chacune peut se sentir libre de vouloir ou pas un enfant. Mais, de ce fait même, la maternité se présente avec emphase comme un projet personnel que rien ne doit empêcher. Peu importe qu'une femme soit en mesure de mener une grossesse à son terme, ce qui compte, c'est qu'elle se voit donner les moyens d'avoir un enfant, tous les moyens. Le biologique cède le pas au symbolique dans ce mouvement qui déconnecte la génération de ses conditions physiques de possibilité pour l'ériger en quasi-droit. Tous ces éléments
contribuent ensemble à faire de la maternité un sublime idéal social dont le rayonnement n'est pas loin d'annoncer l'avènement d'un véritable matriarcat culturel. Il faut observer en effet à quel point les valeurs dites maternelles sont aujourd'hui encensées. Après des décennies d'exaltation du modèle masculin de conquête et de puissance, c'est aujourd'hui le modèle féminin d'empathie et de sollicitude qui s'impose comme une ressource, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans la sphère publique. En évoquant cette spécificité féminine, je ne souscris à aucun essentialisme, en dépit des apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Je rends compte d'un rapport au monde qu'il faut bien appeler féminin, étant entendu qu'il va me falloir caractériser un peu plus précisément cet adjectif. Pour commencer, il faut revenir à la question maternelle, laquelle se trouve bel et bien au cœur de la définition du féminin, mais d'une façon qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne exaltation de la capacité gestative des femmes. C'est un des paradoxes de l'émancipation qui n'est que rarement repéré. Dans le moment même où elles sont parvenues à s'affranchir de ce que Simone de Beauvoir appelait le siège de l'espèce, les femmes se voient enjointes de considérer la maternité comme l'une des expériences humaines les plus cruciales. Elles se trouvent en quelque sorte à nouveau contraintes de l'envisager, non pas physiologiquement mais symboliquement. Toute femme étant possiblement procréatrice dans un monde qui survalorise la maternité, chacune ne peut que se projeter dans l'actualisation ou pas de cette capacité. Les hommes, eux, peuvent tout à fait oublier qu'ils sont de possibles procréateurs, parce qu'aucune modification physiologique, ni soudaine, ni cyclique, ne vient signifier leur potentielle fécondité. Et en même temps, en l'absence de véritable andropause, la paternité demeure un horizon à jamais possible. L'homme vit ainsi dans le double fantasme de l'infécondité quotidienne et de la paternité perpétuelle. Les femmes, elles, ne peuvent que se penser comme des êtres procréateurs, de façon à la fois irréfragable et temporaire. Comment ne pas imaginer que cette disposition maternelle, qu'elle soit mise en acte ou pas, ne puisse pas avoir d'implication quant à leur façon d'être dans le monde. Ce qui compte ici, j'insiste, ce n'est pas que les femmes soient constituées pour porter des enfants, c'est qu'elles soient psychiquement disposées à penser cette possibilité, c'est qu'elles ne puissent pas faire l'économie de la projection maternelle. En m'inscrivant dans la continuité des théories qui se sont autorisées à penser le féminin, notamment dans le sillage du féminisme psychanalytique, je vais tenter de le définir un peu plus précisément. Mon hypothèse est que les femmes ne sont pas en mesure de vivre une existence individuelle au sens fort du terme, c'est-à-dire une existence qui se donne son sens de l'intérieur d'elle-même, une existence qui n'a besoin d'aucune autre existence pour s'éprouver et se déployer. Dotées d'une disposition à se projeter hors d'elles-mêmes pour se préoccuper des plus vulnérables, les enfants, mais aussi les malades, les personnes âgées, les plus démunies, les femmes vivent selon une posture éminemment relationnelle. En un mot, elles sont des individus anti-individualistes. Pour le commun des mortels, l'être au monde est toujours nécessairement, mortel au féminin, l'être au monde est toujours nécessairement un être avec les autres, un être potentiellement accueillant, jamais complètement fermé sur lui-même. Pour le dire trivialement, les femmes ne peuvent pas faire comme si les autres n'existaient pas, alors que les hommes y arrivent très bien. Si l'expérience du féminin se condense dans les deux dimensions de l'acuité à la finitude et de la corporéité relationnelle, alors le champ phénoménal qui fait du corps le médiateur entre soi, autrui et les choses peut être qualifié de féminin. Non pas que les hommes soient tous de fiefés individualistes, mais du fait de leur plus grande disposition psychique à la séparation et à l'autonomie, la relation aux autres n'est pas constitutive de leur existence au point où elle l'est pour les femmes. Je ne fais ici aucune généralisation essentialiste sur le mode « toutes les femmes seraient altruistes et tous les hommes égoïstes ». Je propose simplement de caractériser le féminin comme corporéité relationnelle, étant entendu que celle-ci se repère chez les hommes comme chez les femmes. Car le féminin n'est pas une essence, c'est une disposition, la disposition à se vivre comme un sujet incarné et relié aux autres. Quand on est une femme, on éprouve sa condition sur un mode particulier qui associe inextricablement l'exercice de ses droits et l'actualisation de ses capacités avec une conscience aiguë des modalités physiques et intersubjectives de l'implication sociale. On peut condenser ainsi la chose. L'expérience du féminin est expérience de l'incarnation en relation. C'est en tant que corps relié aux autres, donc, que la femme est sujet.
On comprend alors la centralité que revêt pour elle son image. Elle est la projection de soi vers le regard d'autrui. Elle est l'interface précieuse qui permet à la relation de se nouer. Elle est l'expression de l'engagement dans le monde et de la présence aux autres. Je vais donc, dans un dernier moment, en essayant d'être un peu rapide, m'attacher à dégager la portée ontologique de la quête de la beauté. Ce sera en quelque sorte une tentative pour absoudre la corporéité féminine de tout essentialisme biologique et pour révéler la dimension identitaire et positive d'un rapport à soi qui ne peut que passer par un rapport au corps. La beauté des femmes ne se pense pas, elle se montre, elle s'admire, elle ravit ou elle hérite, elle ne se pense pas. Quand il s'agit de comprendre philosophiquement ce qu'est le beau, soit la référence aux objets est présentée comme inutile, aucun exemple particulier ne permettant de saisir le sens de la beauté, Platon, soit ce sont les merveilles de la nature qui sont invoquées pour renseigner sur la nature du plaisir esthétique, Hegel, soit l'attention se porte exclusivement sur les œuvres d'art, Kant. C'est l'inverse. C'est Kant en dernier et Hegel avant lui. Tout se passe comme si la beauté incarnée était, de toutes les formes de beauté, la moins susceptible d'une appréhension philosophique. Quant à penser la beauté des femmes, alors là on frôle l'oxymore. La femme belle se désire, sa beauté s'éprouve et se ressent, elle ne se réfléchit pas. Et ce, d'ailleurs, jusque dans la tradition phénoménologique, laquelle, tout en conférant, on l'a vu, à la dimension corporelle de l'existence une pleine légitimité philosophique, ignore ou contourne la question de la sexuation des corps. Ce déni a été interrompu avec Simone de Beauvoir, qui a fait de la corporité féminine une notion clé de sa réflexion, mais qui l'a fait selon une perspective critique et négative qui est devenue hégémonique. Selon elle, en effet, le corps des femmes les enferme dans l'immanence et les prive de la liberté transcendante réservée aux hommes. Cette thèse s'enracine dans la stigmatisation par Simone de Beauvoir de la spécificité procréatrice de celle que la biologie condamne à porter la responsabilité du renouvellement des générations. La femme maternelle est soumise à l'homme en tant qu'autre absolu. Le corps féminin se trouve ainsi chez Beauvoir défini comme vecteur d'aliénation dans sa dimension gestationnelle, mais pas seulement. Car pour Simone de Beauvoir, le souci de l'apparence constitue bien l'une des manifestations de la subordination féminine. Dans un chapitre du deuxième sexe consacré à la vie en société, elle déploie l'argument central qui consiste à réduire la femme parée au statut d'objet. En se faisant belle, la femme s'aliène dans son image. Pire encore, elle nourrit l'illusion que ce faisant, elle accède à son être. Je cite Simone de Beauvoir. À travers la toilette, la femme qui souffre de ne rien faire croit exprimer son être. Soigner sa beauté, s'habiller, c'est une sorte de travail qui lui permet de s'approprier sa personne comme elle s'approprie son foyer par le travail ménager. Et la philosophe de dénoncer la mystification. En croyant accéder à elle-même, la femme se livre en fait à l'homme comme un objet érotique. Je la cite à nouveau. Le but des modes auxquels la femme est asservie n'est pas de la révéler comme un individu autonome, mais au contraire de la couper de sa transcendance pour l'offrir comme une proie au désir mâle. Et voilà comment la question est tranchée, comme une fois pour toutes. Et depuis, Simone de Beauvoir, la pensée féministe, le rappel à l'envie, la préoccupation esthétique relève de la soumission aux injonctions masculines exigeant des femmes qu'elles se fassent belles et désirables. Cette quasi-unanimité autour de la dimension aliénante de la beauté véhicule, à mon sens, un paradoxe de taille. Les femmes seraient à la fois absolument libres en tant qu'individus de droit et totalement soumises comme êtres féminins. Elles auraient obtenu la reconnaissance de leur légitimité sociale et professionnelle, tout en continuant d'être subordonnées et dociles dans le domaine des relations intimes. Elles n'auraient en quelque sorte pas d'autre option que d'incorporer, au sens propre et au sens figuré, le diktat esthétique masculin, un diktat d'autant plus prégnant qu'il s'impose par des mécanismes d'intériorisation efficacement entretenus par les grands groupes du monde de la mode et de la beauté. Je crois que ce prisme interprétatif ne rend pas du tout compte de la réalité de la vie des femmes à l'âge de l'émancipation. Je crois que la liberté conquise ne se déploie pas dans les seules sphères publiques et sociales, mais qu'elle est tout aussi structurante dans la sphère intime. Les femmes ont prise sur leur corps, comme elles ont prise sur leur vie affective. Dans l'un et l'autre domaine, elles ont toujours le choix. Cela n'empêche pas
qu'il y ait là quelque chose d'immédiatement problématique. L'application à soi d'une vraie liberté, c'est-à-dire d'une liberté consciente de ses déterminations et de ses limites, ne se fait pas sans difficulté. C'est même un véritable défi, constitutif, me semble-t-il, de la condition féminine contemporaine. Comment vivre sereinement dans son corps féminin quand on est prise en tenaille entre la dévaluation féministe des signes extérieurs de féminité et les injonctions toujours plus nombreuses à une forme idéalisée et inatteignable de beauté féminine. Difficilement, comme en témoigne l'apparition de nouvelles maladies psychiques relatives à l'obsession du contrôle ou à l'image de soi. Ces souffrances d'un genre inédit disent bien que la beauté est une quête compliquée et douloureuse. Jamais donnée, jamais assurée, elle est toujours une visée. Il s'agit de se faire belle et, faut-il ajouter, de se refaire belle jour après jour. C'est donc dans sa dimension de projet qu'il convient de penser la beauté féminine, en se posant la question du sens que revêt cette activité par laquelle une femme modèle quotidiennement son image, comme le préalable indispensable à son entrée dans le monde. Contrairement aux hommes dont la corporalité n'a jamais été associée à des signaux négatifs, voire tout l'inverse, les femmes doivent faire seules et en silence un travail de réinvestissement positif de leur corps après que celui-ci ait été réduit au statut minorant d'outil au service de la domination masculine. Il s'agit là d'une exigence, car aucune femme ne peut esquiver la nécessité dans laquelle elle se trouve de se présenter au monde et aux autres sous les traits et dans les formes d'une femme. Quand on est une femme, s'affirmer comme un sujet implique de réfléchir sa féminité dans les deux sens d'une projection hors de soi, de son image féminine, et d'une réflexion sur cette image. Chaque femme, très prosaïquement, fait l'expérience tous les matins de cette mise en abîme devant son miroir. Se regarder, considérer son reflet, chaque matin, le modifier, se regarder à nouveau en intégrant le point de vue de l'autre, homme ou femme, peu importe, pour enfin se l'approprier dans une version qui soit en adéquation avec son intériorité. Car là réside, je crois, le propre du souci esthétique, dans cette recherche d'une image qui soit en conformité, non pas tant avec les canons du beau tel qu'il est socialement prescrit, qu'avec les critères personnels par lesquels l'image de soi corporelle coïncide avec l'image de soi subjective. Si l'on retient cette définition de la quête de la beauté comme tentative d'appropriation positive d'un corps trop longtemps instrumentalisé et asservi, alors il faut en convenir, loin de faire d'elles des objets façonnés par le regard des hommes, elle érige les femmes au rang de sujets féminins. Alors j'avais prévu un développement à partir d'une approche phénoménologique, celle du philosophe belge Jacques David sur la question de la présentation de soi à partir d'une réflexion sur le monde animal. Je vais peut-être passer pour laisser un peu de temps à la discussion. Je préférerais qu'on discute un peu. Oui. Voilà, donc j'en arrive, je vais simplement conclure. Alors, évidemment, la conclusion va paraître un peu allusive, mais bon, vous pouvez trouver les éléments dans mon dernier article du débat. De l'approche phénoménologique, notamment la question de l'ornement chez Jacques de Witt, je déduis la chose suivante. Par le travail quotidien sur son apparence, une femme entre dans un processus d'enrichissement de son être qui passe par le choix qu'elle fait d'une représentation d'elle-même. Cette représentation, loin de l'assimiler au statut d'objet, la pose comme sujet. Derrière le paraître, elle dit quelque chose de son être. La quête toujours recommencée de la beauté renvoie non seulement à une recherche de l'adéquation à soi par laquelle une femme deviendra ce qu'elle est, mais elle témoigne aussi de la valeur qu'elle se confère à elle-même en tant qu'être digne d'être aimée, c'est-à-dire digne d'être ornée. Compris en ces termes, la démarche d'embellissement obéit à une logique proprement inverse de celle de l'aliénation à laquelle elle est communément ramenée. Elle témoigne d'une véritable appropriation de soi, qui est aussi augmentation de soi. J'ai choisi à dessein ce thème du souci esthétique afin de mettre au jour, à partir de l'exemple le plus unanimement associé à l'aliénation féminine, cet aveuglement qui consiste à ne pas mesurer la portée des changements qui affectent la condition féminine depuis la révolution des années 70. L'obsession de la subordination des femmes conduit à en chercher les traces et les manifestations dans tous les domaines, et spécifiquement dans les domaines que j'appelle corporels, relations amoureuses et sexuelles, maternité et vie familiale, image et apparence.
Le corps des femmes ayant été de façon millénaire le vecteur principal de la domination masculine, tout se passe comme s'il ne devait jamais pouvoir être absous de ce péché originel. Et je m'interroge, la capacité réflexive et la puissance d'autonomie qui est celle des femmes contemporaines s'arrête-t-elle aux portes de la sphère de l'intime? Je ne le crois pas. Il y a bien sûr maints exemples que vous pourriez m'opposer à charge, car la mixité de notre monde n'est pas synonyme de disparition des inégalités et des discriminations dont souffrent les femmes, loin s'en faut. Mais je remarque qu'à ne considérer que les imperfections du processus d'égalisation des conditions, on passe à côté de l'essentiel, soit cette véritable mutation anthropologique, en vertu de laquelle être une femme aujourd'hui n'a rigoureusement plus rien à voir avec ce que cela signifiait il y a 40 ans encore. Et j'ajouterai pour conclure que cette mutation concerne tout autant les hommes, en vertu d'un processus de convergence des genres qui impose aux unes et aux autres de vivre et de se penser dans une perspective désexualisée, déspécifiée, désessentialisée précisément. C'est dans ce cadre neutralisé qu'il me paraît utile et même important de réfléchir à ce que recouvre le féminin, mais aussi le masculin, en tant que disposition, signalant que nous ne sommes pas que des individus abstraits, libres et égaux en droit, mais que nous sommes aussi des sujets concrets, dotés d'un corps toujours différent et toujours reliés aux autres corps, aux autres sujets. En le reconnaissant, je crois que nous pouvons retrouver la trace du sujet du féminisme et donc la possibilité d'un féminisme en accord avec les femmes de l'âge de l'émancipation. C'est du moins la perspective que j'espère avoir tracée devant vous ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une perspective que vous avez tracée avec une grande clarté. Je pense que nous allons donner la parole d'abord à Julia Pozzi. Peut-être je m'inscris juste après, Julia, parce que ça fait presque 10 mois que je me demande si je suis d'accord ou pas d'accord avec vous. Et j'aimerais bien le tester. Vraiment. Voilà. Ce soir, je suis plutôt pas d'accord, mais c'est Epsilon. Puisque j'ai présenté vos positions sur base d'accord il y a un mois. Mais enfin, c'est bon, on va voir. Julia. Merci beaucoup d'abord, merci vraiment, c'était tellement riche que je ne sais vraiment pas, je ne vais pas pouvoir vous poser toutes les questions que j'ai envie de vous poser, donc je me limite à 3 questions. Je vais essayer d'être un peu ici. D'accord. Alors, donc, vous nous avez présenté votre pensée comme ça. Voilà, votre pensée du sujet féminin ou du sujet du féminin. Et si j'ai bien compris, ça équivaut un peu à essayer de dire ce qu'est la femme. Penser les sujets féminins signifie essayer de penser ce qu'est la femme. Et du coup, ça m'a fait penser à un texte de Freud, à la 5e conférence qui se trouve dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse, dans lequel il dit que dire ce qu'est la femme est une tâche impossible. Et tout ce qu'on peut faire, et que notamment pour lui la psychanalyse peut faire, c'est dire comment on devient une femme et pourquoi on devient une femme. Donc ce qui m'a un peu frappée, c'est que Freud, avec toutes ce qui le sépare de la pensée féministe, dit que les tournants décisifs qui marquent en fait le fait qu'on devienne une femme se préparent et sont déjà franchis, dit-il, c'est vraiment le terme qu'il utilise, avant la puberté, donc avant le cycle, que vous avez présenté comme un moment fondamental en fait pour cette construction du sujet féminin. Donc je voulais d'abord savoir si vous envisagez la possibilité de penser un sujet féminin avant le cycle, dans l'enfance et avant la puberté. Comment on peut le penser, si c'est possible pour vous. Ça, c'était la première question. Et la seconde, du coup, porte un peu plus sur la question de devenir une femme, parce que si on essaye de dire ce qu'est une femme et qu'on pense le sujet du féminin, du coup, est-ce qu'il faut oublier la question de comment on devient une femme d'un point de vue social notamment? Et je vais donc répondre sur la deuxième question à partir de là, qui est celle de savoir si les projets sociaux et politiques du féminisme qui essaient de penser comment on devient une femme me paraît clair. Je voulais savoir s'il y a des conséquences pratiques, sociales notamment, dans le fait d'essayer de penser plutôt ce qu'est une femme et non pas comment on devient une femme. Donc je voulais savoir concrètement dans la société, comment voyez-vous ces individus concrets en fait, que la pensée du sujet féminin nous présente.
quelles sont les conséquences sociales, si c'est une disposition, celle d'être une femme, c'est une disposition à quoi socialement. Donc ça, c'était la deuxième question et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça devient trop long. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. J'essaie de penser, non pas ce qu'est la femme, mais ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui. Donc c'est un élément important parce que ça introduit la dimension historique, ça introduit aussi la dimension sociologique, et donc j'essaye de précisément tenir ensemble peut-être les deux bouts que sont, de réconcilier en quelque sorte l'approche différentialiste avec l'approche universaliste, en montrant précisément que ce que c'est que d'être une femme, c'est notamment vivre une condition duale que j'ai développée. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, même si je n'ai pas développé, l'approche psychanalytique est très importante dans ma réflexion. L'approche psychanalytique, plus précisément, celle des disciples de Freud en son temps, les disciples femmes de Freud en son temps, qui ont pensé avec, mais aussi contre lui, ces questions, dans des perspectives qu'on connaît assez peu, jusqu'aux théoriciennes psychanalytiques des années 70 et 80, et jusqu'à aujourd'hui compris. Cette approche me permet évidemment de penser justement le processus, et non pas seulement le fait d'être, mais le processus. Comment, comme je l'avais dit, comment on devient une femme, pourquoi on devient une femme. La question de l'étape de la puberté, elle est cruciale. J'avoue que pour la démêler, la chose n'est pas facile. Il y a chez la petite fille, disent les psychanalystes, une construction psychique particulière, relative notamment au fait qu'elle s'élabore en vis-à-vis du premier parent qui est du même sexe que la petite fille. Donc ça induit tout un tas de choses importantes, et notamment ça m'amène à cette question du relationnel dans le féminin. C'est aussi la raison pour laquelle il me semble difficile de faire de la puberté ou de la ménopause comme le début et la fin de tout être féminin ou de toute condition féminine. Donc oui, il y a un sujet féminin dans l'enfance, et simplement ce qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir, et là, bon, je crois que ce serait un travail à faire quand on est soi-même psychanalyste, c'est en quoi les mutations anthropologiques que j'ai évoquées aujourd'hui induisent ou ont des répercussions sur la construction psychique des enfants de sexe féminin et de sexe masculin. Qu'est-ce que ça veut dire pour une petite fille que de se construire avec une mère qui est une femme, certes, mais qui est aussi une femme qui travaille et qui ne correspond plus au modèle domestique qui a été celui des petites filles pendant des siècles. Ça induit certainement beaucoup de choses qui vont dans le sens de ce que j'ai évoqué de façon très allusive dans ma conclusion en termes de convergence des genres. Bon, c'est quelque chose que je réfléchis en ce moment, donc tout ça est encore un peu fragile. Le deuxième volet de vos interrogations concerne la dimension pratique, qui est évidemment cruciale, parce que là aussi, évidemment, c'est d'une certaine façon le reproche que j'adresse au féminisme, enfin un certain féminisme, qui certes se concentre sur des aspects tout à fait concrets, pratiques de la vie des femmes, mais ces aspects ne concernent finalement qu'une minorité de femmes. Je regrette que l'on ne réfléchisse pas davantage à la condition féminine dans sa généralité, et plus précisément, je regrette qu'on ne réfléchisse pas davantage à la condition des femmes qui ont la chance de ne pas subir trop de discrimination, ni même de violence. Et donc, du coup, ça me conduit effectivement à réfléchir à ce que c'est que d'être une femme dans le monde aussi, c'est-à-dire ce que vous appelez les individus concrets. Et je pense qu'il y a là aussi des choses importantes à mettre au jour, tout en tenant aussi, et c'est en fait les conclusions auxquelles je suis parvenue tout à fait récemment, parce que souvent, enfin, sans doute que la question vous a effleuré l'esprit, mais jusqu'à présent, quand je parlais de ces questions en public, on m'opposait toujours la question du masculin, et les hommes dans tout ça. Alors au début, j'étais un peu énervée, parce que j'ai bon, après tout, moi je travaille sur les questions féminines, je veux bien laisser à d'autres le soin de réfléchir aux mutations de la condition masculine, et je me suis rendu compte, en réalité, que les deux éléments ne sont évidemment pas dissociables, et que tout ça se tient très étroitement, et que la mutation sur laquelle je me suis concentrée, qui me paraît si importante, finalement, je crois qu'elle a aussi cette même portée de rupture quand on considère les hommes.
Merci. Je vais enchaîner directement et très brièvement parce qu'il reste un quart d'heure. Et donc, pardonnez-moi si mes questions ont une forme de réserve sur un point. C'est simplement parce que je ne peux pas mettre la rhétorique autour, mais voilà. Je n'ai cessé de dire ici et ailleurs que vos textes sont très importants et donc je salue tout à fait la parution sous forme de livre. Et ça me paraît effectivement essentiel. Maintenant, voilà. J'ai compris pourquoi j'étais tenté d'être en accord et aussi j'ai un désaccord. J'étais tenté d'être en accord parce que la structure que vous défendez ressemble beaucoup, c'est toujours comme ça, quand on écrit, on observe des apparentements dans des structures utilisées par quelqu'un par rapport à ce qu'on a fait soi-même. Donc la structure que vous défendez avec l'universalisme, essentialisme au début, la déconstruction de ça par une forme de féminisme anti-essentialiste, et puis la recomposition de quelque chose comme un universalisme, vous le dites vous-même, ressemble point par point à la structure que j'ai utilisée moi-même. Je ne le dis pas du tout de façon narcissique, vous allez voir pourquoi, dans le livre qui s'appelle L'humanisme de la diversité, avec un universalisme dogmatique, celui de la métaphysique de la subjectivité, la définition de l'homme comme être raisonnable, comme être possesseur de la nature, etc., puis une déconstruction, un différentialisme, et puis, comme je critique aussi le moment 2, comme vous le faites, en plus on a le même adversaire, en fait, que vous nommez implicitement, qui est à un certain moment une forme de foucaldisme, eh bien, il y a un troisième moment qui est, pour moi, qui a été un retour à l'universalisme, un nouvel universalisme, mais j'ai pas de difficulté, il me semble en avoir un tout petit peu moins, parce que l'universalisme que je défends dans le temps 3 est un universalisme vide, c'est-à-dire sans essence. Je sais que vous n'êtes pas essentialiste, mais je vais vous dire pourquoi j'ai une interrogation. C'est-à-dire que je défends un universalisme consistant en un pur arrachement à soi, existence, si vous voulez, et ça consonne avec ce que vous dites par ailleurs, qui me paraît remettre en place quelque chose comme universel sans essentialité. Mais alors, si j'essaye de transposer ça dans votre construction, ça va très bien pour les 2 premiers moments, mais pour le troisième, j'ai une difficulté parce que l'universalisme que vous défendez donne l'apparence. Alors, je sais bien que vous avez écrit et dit que les apparences étaient souvent trompeuses, mais de remettre en place quelque chose comme un universalisme du plein. Ce qui alors me paraît délicat. Pourquoi ? Parce que vous réintroduisez, vous maintenez à un niveau où je ne suis pas sûr qu'il faille la maintenir. Pardon, il me faut 1 minute. Vous maintenez une différenciation du masculin et du féminin, que vous pensez comme forte. Et vous la maintenez au niveau, dites-vous, dans votre lexique, ontologique. Donc dans l'être même des hommes et des femmes. Alors, on peut toujours dire que ce n'est pas une essence, ok, mais dans l'être même des hommes et des femmes. Et là, j'ai une difficulté parce que vous repassez par Merleau-Ponty, qui a été mon premier philosophe quand j'étais tout petit, quand j'avais 17 ans. Donc je vois à peu près bien la structure. C'est-à-dire vous défendez un être au monde, un être hors de soi, une existence qui soit en même temps un être au monde. Alors ça, je veux bien que ce soit ni l'animal raisonnable, ni le maître et possesseur de la nature. C'est pas non plus la déconstruction totale de ça, l'anti-humanisme, puisque vous désignez une cible, enfin un contenu propre. Un propre de l'homme, un propre de l'être humain, pardon. Mais je ne vois pas du tout à ce moment-là pourquoi ce propre de l'être humain est plus féminin que masculin, c'est-à-dire comment vous pouvez en fait transformer l'ontologie de Merleau-Ponty ou de Sartre en ontologie du féminin. Parce que, si vous voulez, 2 choses l'une, ou bien, comme vous l'écrivez d'ailleurs, c'est une modalité. Le féminin, c'est simplement une modalité de l'être au monde. Mais l'être au monde, c'est précisément l'être hors de soi-même, ou ce que moi j'appelle l'arrachement, ou d'autres, en même temps qu'être au monde. En même temps qu'être à un monde qui nous est donné et qu'on ne constitue pas. Alors, si le féminin, c'est ça, vous avez quand même là une espèce d'essence. Un être. Je ne crois pas que ça peut être ça, parce que si vous dites ça, je ne vois pas en quoi la troisième configuration, c'est-à-dire l'universalisme vers lequel vous faites retour, n'est pas un universalisme du plein. Parce qu'on peut désigner ce qui est, dans ce cas-là, humain, non humain, ou féminin, non féminin. Et alors vous êtes obligé, pour échapper à un retour à un universalisme métaphysique, de dire que ça n'est pas une essence, mais que c'est une disposition,
Et que simplement la disposition envers cette existence qui est un être au monde est plus spécialement féminine que masculine. Et encore, dites-vous, parce que au fond, le féminin et le masculin sont des potentialités qui peuvent être aussi bien incarnées dans une femme au sens réel, justement, que dans un homme. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, moi ce que je proposerais, c'est de distinguer plus nettement le plan ontologique dont vous vous réclamez et le plan empirique. Parce que si vous situez masculinité et féminité au plan ontologique, je ne vois pas comment vous évitez le retour à un universalisme plein. C'est-à-dire pour moi métaphysique, enfin, heureusement déconstruit par la phase B, dont je ne vois pas ce que vous gardez si vous réintroduisez la phase 2, un universalisme du plein. Donc ce que je vous proposerais, c'est de considérer que le féminin et le masculin, quand ils s'incarnent dans une femme effectivement parlant, ou dans un homme effectivement parlant, et ma question portera sur ce que signifie effectivement parlant, dans ce cas-là, ça constitue un niveau empirique de l'affaire, et pas un niveau ontologique. Parce que, ontologiquement, l'être au monde, l'être hors de soi-même dans un être au monde que nous ne constituons pas, dans un être à un monde que nous ne constituons pas, c'est, comme vous le dites d'ailleurs, aussi bien féminin que masculin. Ça pourrait être incarné aussi bien dans des hommes que dans des femmes, empiriquement parlant. Mais dans ce cas-là, il vous faut descendre la différence masculin-féminin d'un cran, c'est-à-dire la mettre au niveau d'une incarnation différenciante entre hommes et femmes. Alors que vous pensez une incarnation, je trouve pas mieux, homogénéisante, enfin identifiante, commune, si vous voulez. Je ne vois pas... voilà. Et alors, si vous la descendez d'un cran, ce que je le ferai volontiers, c'est-à-dire en la situant au plan empirique, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire l'incarnation particulière, singulière, on va retrouver du biologique, d'une part, on va retrouver du biologique, qu'on a évacué que pour le réintroduire, pour expliquer que notre vécu du féminin et du masculin ne sont pas les mêmes. Et vous êtes aussi obligé de descendre d'un cran pour expliquer l'esthétique, parce que je ne suis pas d'accord. J'ai d'abord trouvé ça très très élégant et profond, votre analyse de la beauté. Puis là, j'ai un doute tout d'un coup en vous entendant l'exprimer, parce que, si vous voulez, l'expérience esthétique, là, il y a au moins un point sur lequel reste conscient, c'est l'expérience d'une heureuse surprise. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas au virage d'un couloir à voir surgir quelque chose qui n'est pas réductible à un être hors de soi-même dans un être au monde, un être à un monde qu'on ne constitue pas, mais qui soudain s'incarne empiriquement dans un visage qui a tel trait, etc., et plutôt féminin ou plutôt masculin, selon le type d'incarnation empirique dont il s'agit. Et là, c'est précisément pour ça qu'il y a une émotion esthétique dans la découverte de la beauté. Sinon, ce serait extrêmement prévisible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si la mise en beauté était le fait d'exprimer ce que nous avons tous en commun, hommes et femmes, c'est-à-dire le fait d'être jetés à un monde que nous ne constituons pas, de nous arracher à notre identité, à notre définition. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi la rencontre d'un homme ou d'une femme serait connotée d'une expérience esthétique qui est précisément l'expérience d'une surprise, de quelque chose qui ne correspond pas à un concept, alors que l'ipséité, telle que vous la reprenez à Merleau ou à d'autres, ou à Sartre par exemple, pourquoi pas, ou à Heidegger d'ailleurs, est effectivement quelque chose comme un être. Donc c'est prévisible, c'est un concept de l'être soi-même. Et là, j'ai du mal à vous suivre. Je trouve que dans ce cas-là, il faudrait bien plus distinguer. Je pense que vous aurez du mal à ne pas faire cette distinction à un moment ou à un autre, mais le niveau transcendantal de la subjectivité, qui nous est commune, l'être hors de soi, dans l'être au monde, dans l'être à un monde qu'on ne constitue pas, avec une temporalité, etc., je suis d'accord, mais distinguer cela d'une dimension empirique de distinction du féminin et du masculin, et faire de la subjectivité féminine et masculine une espèce de doublet empirico-transcendantal, où là je comprendrais voilà comment ça fonctionne, alors que là je ne comprends plus. Pardon. C'est le nœud, enfin, c'est tout mon problème, ce que vous venez de présenter à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement il faut, c'est une question de niveau et de couches qui se superposent, et la chose est compliquée. En réalité, mais sans doute n'ai-je pas eu le temps de tirer le fil jusqu'au bout de ma démonstration, le féminin que je repère comme une disposition, enfin plus exactement, c'est peut-être ce qui vous échappe du fait de disons, l'accentuation
philosophique de votre approche, enfin de votre écoute, c'est la dimension historique de cette réflexion. C'est-à-dire que le féminin que j'essaie de présenter là comme corporéité relationnelle, une fois encore, c'est ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui. Et notamment ce que c'est que d'être une femme après qu'elle ait été définie ontologiquement comme de l'ordre de la nature et de l'ordre et du foyer, donc par conséquence. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je conçois tout à fait que cette définition ne soit que momentanée. Et donc je veux bien effectivement, d'une certaine façon, la désontologiser et pour l'historiciser à ce moment-là. Et donc si je devais introduire un changement de niveau, ce serait plutôt cette dimension-là que j'intégrerais. C'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la différence entre l'essence et ce que j'appelle disposition. C'est la dimension historique qui permet de faire le partage. Et du coup, et c'est ce que j'ai pas pu développer parce que je suis en train de travailler à la question, cette définition momentanée doit intégrer son versant masculin pour être tout à fait entière, et donc elle doit aussi intégrer cette question de la convergence, qui n'est pas seulement une convergence statutaire, mais qui est aussi une convergence d'un certain point de vue, là peut-être je peux oser le mot, ontologique. Donc je crois que voilà, il faut que je travaille ce point-là parce que c'est une chose, un élément vraiment important. Alors sur la question de l'esthétique, j'avoue vraiment que en vous écoutant, je ne me reconnais pas dans ce que vous dites de ce que je dis moi-même de cette question. C'est-à-dire que je ne parle pas de la beauté des femmes comme, excusez-moi de me permettre cette réflexion, mais vous en parlez comme philosophe, mais aussi d'une certaine façon comme un homme, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on regarde. Je parle de la beauté des femmes comme quelque chose qui s'éprouve, comme une exigence, qui est une exigence que je qualifie d'identitaire pour la dissocier de son assimilation à une sorte d'exigence qui serait simplement une réaction à des injonctions sociales et masculines. Donc du coup, il ne s'agit pas du tout, il s'agit pas de s'arracher, il s'agit au contraire de se retrouver. C'est ce que je mets sous l'expression de projet de coïncidence à soi. C'est quelque chose qui a à voir. Évidemment, c'est très. On ne peut pas dissocier cette question de l'image et de son reflet, et donc du regard en retour. Mais si je crois pouvoir mettre un peu de côté un moment ce retour, ça me permet de réfléchir à cette question du point de vue de la femme qui, j'aurais dû le dire aussi, mais je pense que tout le monde y pense, qui est aussi du point de vue de l'homme, qui n'est pas moins que la femme, d'une certaine façon, confrontée à cette même exigence quotidienne de faire quelque chose de son image et de se présenter au monde sous les traits et sous les formes d'un homme. Donc d'une certaine façon, enfin, ce niveau transcendantal que vous évoquez, je crois que je n'y arrive même pas, c'est-à-dire que je n'envisage même pas. C'est, je crois, quelque chose qui a plus à voir. Alors, j'aime pas beaucoup cette expression d'identité, mais voilà, ça permet peut-être de... L'identité, c'est peut-être le concept qui permet de tenir ensemble la subjectivité et l'empirie, d'une certaine façon. Enfin, Je suis d'accord avec ça. Voilà. Oui. Il nous reste 2 minutes. Encore, on peut prendre une question, mais hyper brève. Allez-y, mais vraiment très brève. Hein. Il y avait une jeune fille derrière qui levait la main depuis un petit moment. Je parle. Oui. À savoir les intersexuels, les transsexuels, les personnes qui ont une attirance pour personnes du même sexe, tous les individus qu'on retrouve dans chaque espèce de l'ordre animal également, qui ont la même divergence par rapport à la bipolarité strictement sexuelle. Est-ce que vous les décrivez comme des personnes qui sont contre nature? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à essayer de dire qu'elles sont contre nature en tant que il reste vraiment... Oui, je comprends votre question.
On a bien entendu. Oui, je comprends bien. Non, évidemment que non, pas du tout. C'est-à-dire que, voilà, mon propos produit le même effet que les propos de certaines théoriciennes du genre qui, elles, ne se concentrent que sur les autres configurations du genre. Et du coup, moi, je leur reproche de ne rien faire de la femme hétérosexuelle. Et vous me reprochez de ne rien faire des autres configurations qui, évidemment, existent et n'ont rien à voir avec quelque chose qui les opposerait à la nature ou quoi que ce soit. Je crois même qu'au contraire, d'une certaine façon, ce que les femmes font du féminin en elles revêt la même plasticité, la même diversité, la même liberté que ce que font les personnes transgenres ou qui sont en dehors de cette bicatégorisation. Je ne raisonne pas dans cette bicatégorisation des sexes, puisqu'elle ne fait plus sens, je trouve, d'un point de vue heuristique. Simplement, je me concentre un petit peu, effectivement, sur ce que les femmes et les hommes, donc ces deux catégories-là, font de leur féminin ou de leur masculin. Merci, je suis désolé, mais il y a des engagements sur lesquels nous ne pouvons rien. Merci beaucoup.